Vincent, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon. C'est pas bon, le podcast avec Oli et Franck cette semaine, car Oui. Alexandre et Carl-Étienne ont des dates. Oui, donc les nous deux. sommes les deux matelots sur le navire et il ne coule pas cette semaine. Et non. Il roule à flot, je dirais. Il coule pas, non, il roule à flot là, cette semaine. Je dirais que ça va bien. Fait que sur ça, on est sur les traces de l'épopée d'amour des deux boys qu'on a hâte d'entendre. Ah, cette dernière minute, les deux, je peux pas être le vendredi ou une fille. Ok. Ah, Pas de problème. C'est intéressant. On Fait fait qu'on ça. a hâte Une d'en chose qu'on savoir n'a plus. pas continué ton histoire cette semaine, puisque ça tombait à l'eau avec juste nous bah. deux. Là. Bah, On va c'est faire la ça, semaine c'est prochaine, parfait. Là. C'est bien de Puis même. je pense que ça donne aussi un petit repos à notre auditoire. Ben, ça l'étire un peu dans le temps. Ouais, ben c'est ça. Tant que ça reste quand même Pas trop proche, loin. pas trop c'est loin, ça, parce c'est que ça. déjà que c'est pas tout le monde nécessairement qui vont aimer nos petites histoires. Ouais. Mais on s'assume, C'est un puis style, on c'est ça, on essaie de a quoi. du fun, on fait des trucs, on essaie des affaires, C'est ça. on change un peu. Tu C'est sais, ça. on reste sur la même trame de ce qu'on veut faire, mais on amène des nouvelles affaires, des trucs ça. drôles. Là, tu sais, C'est c'est ça. comme... On essaie, on expérimente, voilà tout. Et on s'améliore, On hein, s'améliore. qu'est-ce que tu veux? Trop bien. Alors, Fait que François, cette si, semaine, tu c'est nous moi qui amènes commence un cette sujet, semaine. oui? Cette semaine, oui, parce que dans le fond, je n'ai même pas parlé. Moi, dans le fond, je vais parler un peu de végétarisme, véganisme, tu sais. Je pense que j'en ai déjà un peu parlé. Des fois, Oui, c'est oui, plus pour tu n'as déjà- bâcher. Des fois, Laisse-moi t'avais pas- une certaine bâchage de C'est ça. ça, là, ça là, ben non, peut-être un peu, mais c'est moins ça, c'est plus expliquer le végétarisme de façon historique. J'ai fait, moi, tu sais, le Ok, véganisme mais là, est-ce dans que ça l'histoire. va vers les végétaliens ou le, Ouais, le véganisme qui est comme vraiment... Ben, végétalien, puis vegan, c'est en végétalien anglais. ou- Tu sais, Ok, ben, vegan, c'est ça, vegan, le c'est végétalien. Ouais, c'est ça, t'as le Végétalien en anglais. végétalien puis t'as le végétarien. Il y a comme Ouais. une différence, puis là, t'as Ouais. d'autres sous-catégories Moi, c'est de monde aussi qui mangent du poisson, puis que... ça. Ouais, c'est ça. dans des, Les hypocrites. entre- Ouais, c'est ça, ouais. Ben, pas hypocrite, mais il y a des... Ouais, non, En tout cas, il y a des hypocrite, là, normes, genre, ouais. je tue pas les animaux, mais juste le poulet, le porc, puis le bœuf, tout le reste, si je rentre dans le tas, puis je mange les œufs, puis le lait aussi, là, ouais, fait que dans le fond, hypocrite, esti, là, tu sauves pas grands animaux, là. J'en sauve non, 10%, puis je tue quand même les 90 autres. Fait que, Ben, mais, en tout ça cas, reste un choix aussi. Puis tu sais, Ouais. moi, je me dis en même temps, si tu pourrais être omnivore, mais justement diminuer ta consommation oui, non, c'est sûr. de viande, puis des fois peut-être consommer une viande de meilleure qualité et encourager, comme tu fais des fois, les boucheries et les produits locaux, moi je pense que c'est une des meilleures façons Non, de c'est pas sûr. complètement couper tout, mais Mais t'en manges moins. de manger moins. Ouais. Puis de faire plus attention justement à tout ce que ça demande pour faire de la viande. C'est ça. Puis aussi, parce que veut pas, il y a des nutriments dans la viande. Il y a énormément de Oui, bonnes mais, vitamines tu sais, et on de peut bonnes l'avoir protéines et autrement tout. aussi. Tu sais, moi, c'est ça l'affaire, parce que je suis Oui. pour le véganisme, mais je mange de la viande. Tu sais, je vais expliquer un peu tout ça, mon point de vue, dans le sens où, dans tout, tu sais, je suis très pour, tu sais, comment dire, moi l'expliquer, tu vois comment, parce que moi, dans le fond, la semaine prochaine, je m'en vais tuer mon premier poulet. Pour de vrai? Ouais, parce que mes voisins d'en bas, eux Oh. autres, ils ont des poulets, ils ont des mâles, Ok. puis, tu sais, ils sont pas full à l'aise avec ça, puis moi, étant déjà été bouché, tu sais, j'ai pas de problème à défaire un animal, tu sais, je suis à l'aise avec le procédé de la chose, fait que je suis comme, m'a donné un coup de main là-dedans, mais tu sais, j'ai jamais nécessairement mis à mort un animal, Mort un tu sais, animal, à la pêche, mais pas, j'ai jamais coupé À une part tête du de... poisson, ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais, le fait de couper une tête de poulet, puis le processus Ok. de mettre à mort un animal. Fait que, tu sais, Est-ce que tu as regardé des techniques pour Oui, faire ouais, non, ça? ça, je savais déjà, tu sais, j'ai toujours un peu su, du mon côté survivaliste, comment tuer et dépecer un animal sans problème, tu sais. Tu sais, je connais toute la théorie de ça, pour ça, c'est le mettre en pratique. Mais tu sais, le Ouais, c'est de poulet, c'est l'essayer très facile. la tu sais, première c'est pas- fois. Tu sais, le poulet, c'est le plus simple. Tu sais, c'est pas un cerf, là, tu sais, ça se fait très bien. C'est pas... Mhm. Mais tu sais, c'est un peu tout ça, c'est de faire le geste, de genre... Tu sais, c'est toi qui le fais, là, tu sais, t'es manges tes poitrines de poulet dans ton Alfredo le soir, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est... Ouais, non, C'est c'est concret en de... esti, là, puis... Tu sais, c'est un peu ça aussi, tu veux manger moins de viande, tu ta viande, m'a dit que tu vas en manger pas moins, first. Par principe, si tu tues un cochon, m'a dit que tu vas manger sur un esti de temps du cochon, puis t'en tueras pas souvent, tu sais. Mais c'est sûr Ben, que... non, c'est sûr, parce que tu un comprends rack c'est de quoi des l'acte côtelettes, de... là. c'est ça. Puis moi, c'est un peu pour ça aussi, tu sais. Tu sais, c'est pour ça que je suis pour le véganisme. Tu sais, moi, c'est soit véganisme ou un peu comme moi, dans le sens où si t'es pour manger de la viande, fais-le avec par du monde qui respecte l'animal pour de vrai, tu sais, dans le sens où
sais, mon cochon, là, il a vécu une crise de belle vie, là, tu sais, il a vécu dans des pâturages, dans l'île, il était pas genre comme un port d'épicerie, genre dans des cages serrées, où ce qu'il peut pas bouger, où ce que, tu sais, il est toujours à bâché. l'abattoir du coin, puis tout, puis... Tu sais, qui vivent une belle vie, puis qui meurent au bout du compte, ou qui vivent une vie de marde, soit battu toute sa vie, puis qui meurt comme un petit porc dans une ferme, tu sais, la finalité, c'est une chose importante, c'est comment il a vécu sa vie pour moi, tu sais, selon tout. Fait que je préfère choisir un poulet, tu sais, mon poulet, il me coûte le double, mais tu sais, il a vécu une vraie vie, tu sais, mes œufs, ils me coûtent le double, mais mes œufs, c'est parce que le fermier qui me produit, il en sort 300 tu sais, il sort 300 œufs par jour, tu sais, c'est 30 douzaines, un peu moins, tu sais. Fait qu'il en sort pas beaucoup d'œufs, mais tu sais, puis tu sais, mes œufs sont tous différents, puis tu sais, mais c'est un peu, tout ça, c'est... Je sais au moins que mes poules, ils ont vécu en liberté. Ils ont vécu une vie de poule dans un petit poulailler, genre, tu sais, c'était pas dans une shit de masse, puis whatever what, tu sais. Fait que moi, c'est un peu ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... En tout cas, puis je parlais un peu justement du véganisme, j'ai checké genre d'où ça venait, tu sais, l'idée du véganisme, parce que ça aussi, c'est très nord-américain de nos jours, le véganisme, tu sais. Parle genre un Africain qui mange pas beaucoup, genre, qui mange juste du riz, de genre, hey, moi, je fais le choix de juste manger des légumes quand, genre, yo, t'as le choix, puis tu sais, c'est un concept très... T'as le choix, ouais, c'est un concept très nord-américain de genre... de dire, moi, je veux juste manger ça. C'est ça, tu sais, moi, j'ai tout l'embarras du choix, fait que j'ai décidé de me limiter à ça parce que ma vie est trop facile, tu sais, c'est un peu ça, tu sais. Moi, c'est ça. Par mes principes, je décide de juste manger ça. C'est vraiment essayer de se faire une certaine conscience. Mais regarde, il y en a, s'ils sont bien là-dedans, c'est bien correct aussi, mais... C'est un peu ça, chacun doit accepter. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de genre... Je sais pas, en tout cas, j'en parlerai après, mais tu sais, de ce que j'ai checké genre du véganisme le plus loin, tu sais, c'est beaucoup Pythagore, un des premiers, 500 ans avant Jésus-christ, à parler de véganisme. Moi, pendant longtemps, le régime... pendant longtemps, ouais, ça, à l'époque, c'était... Puis même, il y a même... tu sais, c'était comme la star à l'époque. Fait que il y a eu une grande phase où il y avait beaucoup de philosophes végétariens, vegan carrément. Eux autres, c'est vraiment la cruauté animale, tu sais. Fait que eux autres, ils mangeaient l'œuf puis le lait, mais tu sais, on s'entend pour dire qu'ils mangeaient pas des bines, c'est quand même qu'ils pognent leurs protéines d'une façon, 500 ans avant Jésus-Christ. Fait que s'ils mangeaient des œufs puis du lait, pour moi, eux autres, c'est des vegans parce que, tu sais, autre temps, autre limitation, là, tu sais. Il y avait pas le tofu, là, tu sais, hein, pas tes protéines, là, tu sais. C'est un peu comme des végétariens, mais eux, ils considéraient ça vraiment comme du véganisme. C'est parce que non, eux autres, c'est le fait de mettre un animal à mort. Oui, mais on est 500 ans avec Jésus-Christ, tu sais, il faut que tu aies une base de protéines. Si c'est pas des œufs puis du lait, qu'est-ce que tu vas avoir? T'es genre en graisse. C'est ça dans le temps, là. Tu sais, je veux dire, l'idée de genre qu'il te faut des protéines, c'est difficile à amener, mais je pense que eux autres, c'est le fait de mettre l'animal à mort, de penser. Puis eux autres, c'est justement, c'est dans le philosophe, dans genre, ok, mais un être vivant, il y a un âme. Tu vois, ça tire quasiment plus vers le végétarien là, que le véganisme en soi. Le véganisme n'est aucun produit animal. Ouais, je sais, mais ça, c'est, comment dire, c'est plus... Juste des plantes. Ouais, c'est l'idée, genre, c'est pas vegan, c'est plus végétariste, mais comment dire, ils sont limités par leur époque. T'sais, ils peuvent pas faire comme nous autres maintenant, de rentrer dans une épicerie bio. T'sais, c'est facile pour un vegan, il rentre dans une épicerie et il achète tout ce qu'il a besoin. C'est lame. Ses noix, mais toutes lui, ses affaires, il fallait qu'il aille à quelque part où ce que first, on est peut-être moins avantagé, moins avancé. Fait que c'est sûr qu'il y a des limitations par l'époque, mais ultimement, dans ma tête, leur mentalité est au même niveau qu'un vegan, comparativement, je trouve, à un végétarien qui est... c'est là le début qu'on a des traces dans l'histoire de écrits qu'il y a du monde qui était végétarien. Pendant longtemps, le régime végétarien, c'était appelé le régime de Pythagore. Tu comprends? Ah, ouais, ok. Puis mais pendant après ça, ça l'a amené beaucoup de conflits à l'époque des philosophes parce qu'il y avait aussi une pensée où ce que... Puis c'est aussi ça qui a détruit le végétarisme pendant un bon bout quand les catholiques sont arrivés. Parce qu'avant, ils n'étaient pas là, les chrétiens. C'était pré-Jésus dans un sens. Hein. OK. Il y avait beaucoup de guerres dans les Sénats, même qu'il y en a qui n'ont pas le choix de recommencer à manger de la viande parce que sous peur de représailles, parce que là, c'était des grosses guerres aux assemblées d'un genre. Les végans qui sont comme faire attention aux animaux, avec l'autre qui est comme c'est juste des animaux. C'est un peu comme le débat qu'on a maintenant, mais plus intense. Parce qu'il y a le côté religieux. Le débat qu'on a eu depuis le début des temps. En gros, parce qu'il y a le côté religieux en arrière, mais après ça, le christianisme est arrivé en force par après, puis ça a un peu tué le mouvement dans le sens où, là, tu sais, catholique, tu sais, Jésus, Dieu a marqué avant tout, fait que, tout ce qui était ces combats-là, ça a comme été mis à mort, mais nous, puis le christianisme, c'était l'inverse, c'était très poussé, le sacrifice d'animaux, puis tu sais, le sacrifice, c'était très bien vu, le sacrifice du sang, fait après ça, l'idée de genre, tu bien-être animal, on s'en calissait un peu, là, eux autres.
Puis tu sais, il y avait un peu genre le carême qui était un peu... tu sais, si t'étais vegan prendre le carême, c'est chill parce que tu le fais pour Jésus, mais tu le fais pas pour le bien-être animal, parce qu'on s'en fout, tu sais. Parce que, tu peux être c'était plus de te priver pour Jésus et non te priver pour les animaux. C'était pas ça le but du carême. C'est un peu ça. Tu sais, fait que... Fait que c'est un peu ça de ce que j'avais vu, que j'arrête pas de dire c'est un peu ça, mais en tout cas. C'est bien correct. On a toutes nos petites manies durant les podcasts. Fait que... puis c'est ça que j'avais vu, fait que... Ouais, c'est un peu de là que c'est mieux, pour ça le christianisme est arrivé, ça a chié un peu ça, puis là c'est un peu revenu comme maintenant le combat de la cruauté animale, parce que c'était un... Tu sais, c'était ça, l'idée de voir... y avait-tu un homme, le bien-être de l'animal. Ouais, c'est sûr, mais surtout, c'est encore pire dans notre monde. Ouais, parce que nous, c'est de la souffrance à côté. Ce que les autres considèrent comme la souffrance animale, c'est juste le fait de l'abattre. Nous, maintenant, c'est de la souffrance animale à next level. Là. Ouais, mais c'est surtout que c'est parce qu'on a une surproduction pour arriver à nourrir toutes les bouches, tout le monde. Puis c'est surtout qu'on a toujours des packages enveloppés dans tous les magasins. C'est même pas un niveau, c'est genre un niveau où on a assez pour nourrir tout le monde, plus en gaspiller quand c'est pas assez frais, puis que c'est pas comme ça le fallait, tu sais. Fait que déjà, à base, ce que tu reçois à l'épicerie, c'est déjà normalisé dans le sens où tout ce qui est là, on l'a jeté. De ça, il y a un pourcentage qu'on va jeter parce que le monde ne la jetteront pas. De ça, il y a un pourcentage que le monde va jeter chez eux parce qu'ils ne l'utiliseront pas. Fait que tu sais, le pourcentage qui a vraiment été utilisé à la fin, c'est très minime sur tout ce qui a été produit. Ça, c'est sur toute la viande, les légumes, tout. C'est ça qui est quand même triste. Pour avoir traîné dans des épiceries et dans l'alimentaire, tu le vois assez vite de genre... La quantité de choses qui sont jetées, c'est horrible. What the fuck, man? Genre des bins, puis des bins par semaine, puis ils viennent vider ça, t'es comme... Ouais, les compacteurs, justement, là, c'est... Tu sais, du stock, il est beau, il est juste plus assurable. T'sais, il est plus légalement safe à manger, mais il est encore safe à manger. Mais légalement, il l'est plus. Il l'est plus. C'est la ligne de genre, on veut pas imposer une personne, mais il est encore bon aussi. Il y a une chance qu'il ne soit pas, mais... Moi, personnellement, je pense que... C'est un avis de ma tête. Moi, je pense que si jamais un jour, on veut devenir plus responsable à travers toute notre planète, ça va être d'avoir des histoires de commandes. Je commande au boucher d'avoir telle pièce de viande. C'est plus comme avant, genre où tu tues ta propre viande, fait que tu vas manger de la viande de façon responsable. Parce que pour moi, ça va être la seule façon, parce que autrement, on pourra jamais. T'sais. Le monde mais toujours dépenser. Exemple, s'il y a des commandes qui partent chaque semaine, là, exemple, tous les citoyens partent une commande, on va tuer juste la bouffe, puis tu vas recevoir ce que t'as là. T'auras pas... Imagine, là, t'as pas le choix d'avoir genre un racking où il y a plein de viande, puis là, finalement, je vais prendre ça, puis je vais prendre ça. Déjà, là, c'est le fait d'avoir de la surabondance de choix. Ouais, mais ça c'est un peu ça mon deuxième point. Ça dépend de où est-ce que tu vas acheter ta bouffe. Parce que moi, ce que j'achète ma bouffe, c'est ça. On reçoit tant de parts cette semaine, puis c'est ça qu'il y a dans le comptoir. Fait que si à un moment donné, il n'y a plus la pièce que tu veux, ben c'est parce qu'on l'a pas. Essaye d'autres choses. Puis ça a toujours été ça. En Europe, c'est très ça. En Europe, on va voir le boucher, qu'est-ce qui te reste. Alors, il me reste un morceau de cuisse, je peux te faire ça si tu as besoin de mijoter. Je peux te faire un petit morceau comme ça. Nous, c'est très genre, je veux un rack de 6 côtés. Mais ça, c'est le choix d'aller à l'épicerie aussi. T'sais. C'est un peu tout ça, moi, dans le sens où, le végétarien flexible, qu'on va dire avec guillemets, où t'es contre, mettons, on va dire, le mal-être animal. D'accord, ok. Tu manges pas de porc, poulet, bœuf, mais tu manges tout ce qui est genre qui vient de la mer, manger des œufs puis du lait dans une épicerie, tu comprends? Puis en théorie, tu serais plus animal friendly que moi qui mange de la viande consciemment, mais qui vient d'un milieu, je sais pas comment dire, respecté. Tu sais, en voulant dire, tes œufs que tu achètes à l'épicerie, c'est des poules qui sont dans des cages de genre 1,5 pied par 1,5 pied, qui sont contractées, qui chient de l'œuf à côté, qui vont faire... C'est des poules à production, fait que c'est des poules qui peuvent t'en sortir 1 à 2. C'est sûr à 100% qu'ils font au moins un œuf par jour. Mais ça, c'est des poules qui t'offront même pas un an. Là. Ils vont faire un 9 mois, puis ça, c'est mort. Puis on change pas, c'est pas une viande. C'est de la viande qu'on gaspille au bout du compte. Puis ça, c'est un choix de acheter à l'épicerie. Mais à l'épicerie, ça dépend, François. Il y a quand même certains packs que tu vas payer facilement 2 fois le prix qui sont des poules en liberté. C'est faux. C'est l'emballage, c'est ça. Mais pour entrer dans une épicerie, Oli, c'est de l'emballage. Ce qu'on te fait à croire avec l'emballage, c'est des mots. C'est rien, tu sais. Tu peux acheter du poulet voltigeur, celui-là, mais tu sais, c'est pas un poulet qui a on va dire, il a été bien nourri. Il a été bien nourri, mais il a vécu une vie de merde, genre dans des conditions de merde. Mais on va te faire croire qu'il a été en grain, nanana, qu'il a été en liberté. La notion de liberté, là, c'est qu'un poulet, il doit avoir un pied carré à lui tout seul. Fait que sur 10 000 pieds carrés, tu peux rentrer 10 000 poulets. C'est pas plus compliqué de même ça. Puis on peut considérer ça comme un animal en liberté.
Fait que c'est des mots, c'est du packaging, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Quand tu rentres dans une épicerie, tu rentres dans des normes, dans des affaires que, tu sais, mon lait avec un pouce de gras sur le top, tu peux pas acheter ça à l'épicerie parce que ça rentre pas dans les normes de l'épicerie. Il faut que tu ailles à des places. Il faut qu'il soit écrémé d'une certaine manière. Il faut qu'il soit genre homogénéisé. Fait que là, il te le shake. Juste quelqu'un que le gras, les particules de gras viennent tout casser puis qui rentrent ton gras. Là, ça fait un lait genre uniforme. Il te le sépare, il te le filtre. C'est filtré le lait en partie. Il est cassé. Mais il shake tellement le lait là, qu'il brise la molécule de gras. Là, puis le gras, c'est pour ça que du lait homogénéisé, c'est pas bon. Puis que ça fait un mauvais gras. C'est parce que le gras, il est tellement cassé en particules qu'il rentre tout de suite. Genre, c'est un gras plus qui attaque un peu plus. Je sais pas comment dire. Là. Tandis que tu serais censé. Ouais, il était crémé jusqu'à un certain pourcentage pour arriver au bon ratio. Ça, il était crémé, justement, on enlève la crème du top pour faire du yogourt. Non, mais il y en a pareil, j'achète mon lait genre 2,88% de gras, parce que c'est bâtard de même, parce que le pourcentage de gras est ajusté selon le résultat qui sort, pas par rapport à une norme, tu sais. Puis, tu sais, il y a quand même une couche de gras sur le top, dans le sens qu'il y a un 2% de matière grasse sur le top, mais toi, tu achètes ton 2%, il n'est pas sur le top, il est transformé dans ton 1 litre de lait parce qu'ils l'ont shaké jusqu'à quelqu'un qui te le transforme. T'sais. 2% de matière grasse, s'il ne flotte pas sur le top, ton 2% de matière grasse, ben, il est mélangé dans ton lait. Parce qu'il est shaké jusqu'à quelqu'un qui casse la molécule de gras. Mais il y en a certains aussi, c'est filtré. Hein? Il y a une partie qui c'est filtré. Non, mais filtré, ça, c'est juste pour dire, la lactation de pur filtre. C'est juste pour dire qu'il passe le lait dans un tamis. Mais ça change absolument rien au processus du lait. Mais des fois, il sort une partie du gras, justement, comme ça. C'est pas comme ça qu'on enlève le gras. Écrémé aussi. Oui, mais écrémé, c'est pas pareil. Là, c'est 0% de gras. C'est qu'on a vraiment enlevé tous les pourcentages de matière grasse. C'est vraiment juste de l'eau blanche. Il n'y a plus rien là-dedans. 1% de gras, en gros, ça veut dire que tu shakerais ton gras pour l'homogénéiser dans... c'est ça que ça veut dire, homogénéiser. C'est qu'on je sais aussi qu'il est stérilisé aussi. Il est chauffé ton lait, là? Ouais, ça c'est la pasteurisation, mais homogénéiser, ça veut dire qu'on a shaké ton lait chez quelqu'un qui devient homogène. Que tu arrives avec un produit fini, genre... Tandis que moi, quand j'achète mon lait, j'ai un pouce de gras sur le top. Mais ça, c'est ça, parce que mon lait, il est pasteurisé, mais il est pas homogénéisé. Ça veut dire que moi, mon gras, il est séparé sur le top. Fait que moi, quand je prends mon lait, ben, je le shake, il se mélange un peu dedans, puis après ça, je le mets dans le frigo, il se sépare. C'est ça à chaque fois que... Comme du yogourt que tu mélanges, du yogourt qui est de meilleure qualité. Des fois, c'est un peu ça. Puis, tu sais, ton animal qui te nourrit à l'épicerie, il a vécu une vie de merde, peu importe c'est quoi, tu sais. C'est peu importe. Fait que, des fois, c'est un peu ça la notion de genre. Pour moi, c'est pas ce que tu manges ou ce que tu manges pas, c'est la façon de choisir de ce que tu manges, tu sais. Fait que, tu sais, si t'arrives pour aller. Ou ce que, tu sais, tu manges que du poisson, mais que tout le poisson que tu manges, c'est du poisson d'épicerie. Ben, c'est du poisson de surpêche, c'est du poisson qui détruit les rivières par rapport à c'est de l'ensemencement. Fait que, il crée plein de maladies et tout. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je trouve ça, c'est pour ça que je dis le niveau hypocrite, c'est que tu fais pas des recherches sur ce que tu manges, mais parce que tu manges pas de porc, poulet, bœuf, tu penses que t'es la solution au problème. Non, parce que tu continues encore de contribuer au problème, pas autant que les autres, mais à un très haut niveau. Fait qu'à moi aussi, pareil, là, tu sais. La maltraitance animale est toujours aussi là, parce que... Mais de manière à relativiser quand même, je pense qu'il y a quelque chose au Québec qu'on a quand même de bien. Les produits laitiers, ce qui est la... Ouais, mais ça, c'est en baisse aussi. On en boit de moins en moins. On en boit de moins en moins, mais je veux dire, il y a quand même du fromage qui est fait au Québec et tout. Puis, je veux dire, nos producteurs laitiers s'occupent quand même très bien des vaches au Québec. C'est sûr que ça reste qu'ils ont c'est le moins pire. C'est le moins pire de genre... Ils s'occupent bien des vaches, parce que c'est le moins pire, dépendamment, c'est relatif, il y a des marques dans tout, c'est sûr, mais dans la moyenne, c'est le moins pire. Mais dans les œufs, la notion de genre en liberté, c'est très joué sur les mots. C'est comme 100% bœuf chez McDo, c'est joué sur les mots bien souvent. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est comme les histoires de croquettes ou... Quand tu rentres dans une épicerie, c'est un marketing avant tout. Il y a une équipe de marketing qui est là-dessus. Fait que l'emballage, là, chaque petit cassin qui est placé là, il est placé pour une raison. Puis il y a une raison pour pas te fourrer avec ça, mais c'est un peu ça. On va jouer, mais c'est comme écrire sans gluten sur du riz. C'est sûr qu'il n'y a pas de gluten, c'est du riz, tabarnak, mais c'est marketing. C'est la même affaire avec tout ça, genre en liberté. Sur papier, en liberté, c'est très très limité, c'est très restreint. Ça dit rien sur ça. Ça dit rien, c'est juste là pour plaire à la personne qui achète. C'est pas comme un producteur local. Dans son rayon de genre tout. Fait que moi, c'est pour ça que je respecte vraiment le véganisme, parce que c'est l'autre niveau dans le sens où je mange pas vraiment d'animal. Puis aucun produit dérivé, parce que j'ai compris la game pour de vrai. Puis que j'ai vraiment de la misère avec le végétarisme, parce que je trouve que justement ça, l'hypocrisie de genre, je vais m'acheter du poisson, puis des œufs, puis plein de dérivés d'animaux à l'épicerie, où c'est genre la pire place, là, je veux dire, dans le sens, t'encourages quand même
le processus de tout ça. Ce système-là et tout ça. C'est ça. Ouais. T'encourages quand même le problème à la place de le régler, tu sois quand même... chercher du je comprends un peu que pour toi, il y aurait peut-être une certaine hypocrisie par rapport à ça, mais je me dis en même temps, c'est quand même déjà un début vers moins en consommer. C'est là que ça s'arrête. Genre, je mange plus de poulet. Des fois, je mange un petit peu de poulet, je mange plus de poulet, mais je mange du poisson. Mais tu sais, ton poisson, là, pour arriver à ton poisson, là, on lance des petits filets géants, puis on ramasse tout ce qui ramasse. Tout. Des filets de kilomètres de long pour aller chercher ta sole puis ta morue, là, mettons, là. Puis là, ça, on ramasse tout. Puis là-dessus, là, il y a, mettons, là, genre, peut-être facilement un 30-40% de ce qui est dans le filet. C'est pas bon. Fait que ça, on le rejette à la mer, mais c'est mort. Ben souvent, tu sais, c'est pas dans l'état qu'on l'a pris. Pour arriver à ta sole, on a pêché genre 8 poissons parce que c'est des filets géants qui ramassent. Tu sais, c'est un peu tout ça, tu sais. Tu sais, des fois, c'est genre, tu sais, c'est mal fait. Puis on n'arrête pas. Puis on n'arrête pas, puis c'est non-stop. Puis c'est genre, on vide jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Moi, je suis comme, tu sais, fait que l'effet de végétarisme, genre, comme, supposément, tu serais mieux, pas mieux, mais tu sais, mieux vu que nous autres, que moi, mettons, parce que tu manges pas de légumes, dans le sens, moi, je le fais de façon responsable pour de vrai, à 100% au complet, tu sais. Fait que c'est ça la différence que je comme Chris, pour de vrai, genre, c'est un peu genre galvaudé que le Chris, là. Ouais, je suis d'accord, mais en même temps... Par exemple, si tu me dis que c'est pour un effet planétaire, que c'est parce que tu trouves que le bœuf pour le poulet, c'est une industrie qui pollue énormément, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis j'ai aucun problème avec ça, puis pour moi, t'es pas un hypocrite parce que tu le fais pour tes raisons qui sont valables, puis c'est un autre angle, tu sais, tu le fais pas mais tout le monde a ses raisons aussi, François, tu sais, on peut s'entendre qu'il y a du monde aussi que... Sois d'accord, tu sais, sois honnête 100% avec toi par rapport à ce que tu dis puis ce que tu fais, parce que ce que tu fais, bien souvent, c'est très loin de ce que tu dis, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai dit longtemps avec quelqu'un qui était de même, tu sais, genre que je mange pas de poulet, je mange pas de porc, je mange pas de bœuf, mais je mange des crevettes puis du saumon à côté, genre 3 fois par jour. T'es conscient que t'es zéro cohérente dans ce que tu fais, genre, puis que ton discours puis ce que tu fais, c'est deux affaires, là, tu sais. Oui, mais en même temps, tu peux des crevettes à tous les jours, fait que ça marche pas, là. Tous les jours, j'avoue que c'est pas bon. Tu manges des animaux morts à tous les jours, pareil pour quelqu'un qui se vante de pas tuer d'animaux puis pas de manger d'animaux, tu sais. T'en manges quand même à toutes tes crises de repas, là. Wake up, là. Ça, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu peux dire aussi que tu décides par toi-même de pas décider de manger, exemple, du porc, du poulet, du bœuf, de la chèvre, de cheval et whatever, par principe pour tes convictions à toi. Ça, je comprends. Tu vas te dire végétarien pour que la plupart des gens puissent comprendre que, Chris, tu veux pas manger de la viande le moins possible ou tu vas en manger un peu. C'est là, tu dis, je veux pas manger de viande. Non, faux. Tu décides les viandes que tu manges pas. Tu manges quand même de la viande, tu manges quand même de la chair animale, tu manges quand même des produits dérivés d'animal. Tu manges quand même, mettons, tu vas manger des omelettes, tu vas manger, tu sais, comment est-ce que je veux dire, tu manges quand même des protéines animales, dérivés animales, il y a quand même de la souffrance animale au bout du compte, parce que d'où ce que tu viens, ça vient que de la souffrance. Tu peux pas acheter des œufs d'épicerie et penser qu'il n'y a pas eu de souffrance animale là-dedans, ça marche pas ensemble, c'est sûr qu'il y en a eu. Mais après ça, c'est là que tu as l'extrémisme aussi entre le véganisme et le végétarien. Ouais. Le végétarien ne veut pas manger de viande qui vient de l'animal. Ouais. Là, si tu manges du poisson, c'est un autre gamme. T'es pas végétarien, c'est végétarien, une autre affaire. C'est psychoparien, une affaire de même. Là, de poisson, psychoparien, quelque chose comme ça, là, whatever. Ouais. Mais végétarien va quand même penser des fois prendre un peu de produits laitiers et des fois un peu d'œufs de poule pour avoir certains nutriments et protéines qu'il n'y aurait pas facilement ailleurs. C'est faux, on est en 2020, tu peux avoir tes protéines partout ailleurs. Oui, tu peux les avoir partout ailleurs, mais ça reste que c'est plus facile d'avoir des protéines animales. C'est plus facile. C'est ça. Non, mais c'est pas juste plus facile, et aussi pour ton corps, c'est bon d'avoir une diversité. On est omnivore. C'est faux. Le lait, ça fait des années que les scientifiques nous le prouvent que c'est pas bon. En Europe, on boit pas de lait. En Asie, on boit pas de lait. C'est rien qu'en Amérique du Nord qu'on boit du lait, tu comprends? Oui, mais moi, je parle des protéines comme des œufs, whatever. Oui, mais on a une industrie. C'est vrai que le produit laitier au Canada, là. Tu peux manger un petit morceau de fromage, c'est pas ça le problème, mais t'as pas à boire un verre de lait par jour parce que c'est supposément bon pour tes os. Ton calcium, tu peux le trouver partout ailleurs. Mais tu sais, c'est un peu ça. Il faut pas abuser. Un peu, c'est bon, mais justement pas trop, parce qu'on n'est pas censé tu bois du lait quand, lait dans le fond, on dit que c'est même pas bon pour toi, tu le fais pareil, tu sais. Ouais, du lait de cheval, je pense pas, là. Du lait de jument. Non, je niaise. En fait, je voulais dire du lait de... J'étais comme un peu ça, tu sais. Surtout quand tu vois d'où ça vient... T'es comme Chris, t'es loin en tabarnak. Je comprends ton point, mais tu sais, j'ai l'impression que tu verges très fort aussi sur les comment
comment exactement les termes. J'ai l'impression que tu y vas vraiment avec c'est que c'est rien qu'un truc de terme entre végétarien et végétalien, tu sais, c'est des... Oui, c'est des termes, mais en même temps, tu sais, je me dis que déjà de décider de moins consommer, c'est déjà un début. Oui, c'est un début, mais tu sais, tu l'as dit, c'est un début, faut pas que tu t'arrêtes là. C'est un début, c'est un... Pourquoi pas, François? C'est un choix personnel. D'abord, c'est pas un début, d'abord, c'est la finalité. Si t'arrêtes là, c'est la finalité. C'est pas un début. Ouais, un début, tu décides. Le début, là, c'est qu'à terme, tu t'en vas devenir vegan. Parce que c'est un chemin vers ça. Parce que tranquillement pas vite, t'enlèves un truc tranquillement pas vite, tu sais. Là, c'est le début, puis tu t'en as une fin. Si tu fais juste ça, puis t'arrêtes là, c'est la finalité. Fait qu'au bout du compte, tu vas quand même continuer tout le reste de ta vie de manger du poisson, des œufs, puis du lait, puis te caler genre au même niveau qu'un vegan. Quand dans le fond, le chasseur qui lui tue un cerf par chevreuil, mettons un chevreuil par année, qui va le manger pendant 6 mois. T'as un animal qui a vécu genre une vraie vie, qui a mangé comme du monde, qui a jamais vu sa mort venir bien souvent, qui a été de la balle, il est rentré dedans, puis les lumières se sont fermées là. Puis il est comme pire, puis plus psychopathe que l'autre végétarien qui mange du poisson toutes les crises de jour d'épicerie. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, là, je tu comprends la mentalité de gens. T'as comme un peu un rage contre les personnes qui vont se vanter d'être végétariens, mais qui mangent du poisson ou d'autres produits qui sont animaliers. L'hypocrisie, c'est genre... Parce que moi, je suis capable de prendre ça entre mes mains, de le faire moi. Tu sais, parce que là, je vais tuer mon poulet, tu comprends? Je suis conscient de ce que c'est, mais toi, t'as une haine contre les végétariens qui ont une hypocrisie contre les gens qui mangent de la viande, mais qui la mangent, exemple, sainement. Ben, tu sais, c'est un peu comme. J'ai l'exemple que l'autre fois, l'ami à ta blonde qui est comme, tu sais, a fait chier parce que tu prends un verre de lait, mais pas ça manger des palettes de chocolat. Tu penses qu'il y a quoi dans ta palette de chocolat? Du lait, mais tu sais, c'est un peu ça dans le sens où réfléchis, arrête de faire ta crise d'hypocrite qui bitch, genre, sur genre ce que tu sais, puis genre, wake up, tu sais, je sais pas, il me semble que c'est réfléchi. Là, ouais. Moi, c'est un peu ça, genre, tu sais, c'est genre, je sais pas, je trouve que. Fait que t'avais comme une petite montée de lait, on peut le dire, par rapport à ça. Parce que je checkais des affaires sur les vegans, puis j'ai vu une couple d'affaires sur Facebook, cette semaine, tout le monde, c'est ça, qui bâche là-dessus. Je suis comme, t'es zéro cohérent, tu sais, je veux dire. Je te dis pas si le gars il chasse juste pour le fun de tuer, ça c'est pas correct, mais si le gars il chasse, qu'il mange 6 mois sur son chevreuil, ben tu sais, il a tué un animal dans son année, tandis que l'autre qui mange un poisson par repas, c'est une mort par repas, tu sais. Calcule ça de même, calcule ça comme tu veux, mais still, c'est ça, pareil sur papier, tu sais. C'est une mort par repas, tandis que l'autre, il y a une mort sur 6 mois, tu sais. C'est qui le pire des deux, tu sais. Puis en plus, d'où tu le choisis, c'est prouver que c'est... Tu sais, tout est là pour prouver que c'est de la surpêche, que c'est pas équitable, que c'est mal fait. Puis malgré tout ça, tu continues d'aller là-dessus, aller chercher ton poisson au maxi, qui est la pire crise de place, ou IGA, au métro, whatever. Voilà. C'est toute la même crise, ça vient tout de la même place, je veux pas. Là. Fait que tu sais, à un moment donné, je suis comme... C'est les mêmes produits, tu sais, je suis comme... Tu sais, je suis d'accord que c'est bien encouragé. C'est là que ça vient ma haine de genre l'hypocrisie de tout ça, dans le sens où... C'est pour ça que j'ai jamais de problème avec quelqu'un qui m'arrive, je suis vegan, puis qui me bâche parce que moi je mange de la viande. Je peux comprendre, lui, son point de vue de pas manger de la viande, puis de vraiment être fâché contre moi parce que moi j'en mange, parce que lui, il le fait pour de vrai, comme du monde, selon que c'est comme du monde. Mais moi, je trouve qu'il n'aurait pas le droit de te bâcher, peu importe. Moi, je trouve que là, c'est rendu une hypocrisie du végétarien de dire que les autres devraient être comme lui. Non, le vegan, je peux comprendre parce que le principe de souffrance animale, dans le sens où lui, first, il prêche pour sa paroisse, il le fait pour de vrai. Tu sais, après ça, on peut avoir un débat, je serais sûrement pas d'accord, je serais sûrement pas d'accord, mais à partir de là, je trouve qu'on est deux égales, dans le sens où je trouve que, lui, mettons, il est blanc, moi je suis noir, on est très deux extrêmes, mais on peut le mettre un peu, tandis que l'autre, je trouve que c'est juste du gris, puis tu peux pas vraiment te prendre un bord ou de l'autre parce que t'es ambigu sur rien, puis t'es clair dans rien, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu peux pas dire un, tu peux pas dire l'autre parce que tu fais les deux, tu sais. Tu peux pas dire, genre, je peux pas créer autant d'animaux, mais tu continues de manger des animaux tous les jours, tu sais. C'est comme, ça marche pas pour moi. Ouais, mais un moment donné, ça reste un choix humain, je veux dire. L'humain, à la base, est omnivore, là. Si toi, tu décides d'être végétalien ou végétarien, ça te regarde. Mais t'as pas à m'obliger, moi, de décider d'être végétalien. C'est faux, parce qu'il y a plein de monde qui le font, tu sais. Partout sur la Terre, manger de la viande, personne ne peut faire ça à chaque repas. Fait que bien souvent, par la force des choses, si tu peux juste manger du riz, ben t'es vegan, tu sais. Tu manges du riz, oui, mais si, exemple... Non, mais t'es vegan par force, mais t'es vegan pareil. Fait qu'il y a beaucoup de monde sur la Terre qui sont vegan par la force des choses, parce qu'ils peuvent pas se permettre de manger de la viande à tous les jours. Puis des insectes? Fais-tu végétalien? Oh! Non, mais les insectes, c'est de la viande. Pour moi, j'ai aucun problème à manger de la viande, tu sais. Ben, c'est pas végétarien, c'est pas vegan, mais tu sais, c'est pas pareil, tu sais. En Afrique, tu peux juste manger genre un repas de riz par jour, mais tu sais, t'es vegan par la force des choses, mais t'es vegan pareil, tu meurs pas, tu vis pareil, tu vis pas bien. Mais justement, il y a des Africains, des fois, qui peuvent aussi manger du poisson ou manger des lièvres ou manger d'autres... Eux autres, c'est pas pareil. Eux autres, c'est par nécessité, tu sais. Ils mangent killer, tu sais. C'est pas comme nous autres qui rentrent à l'épicerie. C'est le principe
de l'humain omnivore, tu sais, je veux dire, il va manger ce qu'il y a. Parce que tu manges ce que tu veux, tu sais. En Taïwan, manger des tarentules parce que c'est ça qu'il y avait à un moment donné. Dans un sens, tu manges ce qu'il faut pour survivre, tu sais. S'il faut que tu manges ta marde, tu vas manger ta marde rendu là. Tu sais, ça dépend à quel point tu peux... Non, tu peux pas manger ta marde, François, parce qu'elle est toxique à ton corps. Je comprends ce que tu veux dire, mais elle est toxique. On parle de monde qui n'ont pas ça à la maison. On parle de monde qui n'ont pas les mêmes notions de genre besoin que nous autres, dans le sens où ils ont des limitations, genre la vie fait dans le sens que si je peux manger du poisson, on va en manger parce que c'est ma protéine du mois, tabarnak. Oui. Ben c'est ça, c'est pas pareil. Ici, c'est par choix, justement, c'est toute la notion d'un choix, genre. Je comprends. Mais par facilité, moi, aller tout acheter mon IGA parce que j'ai pas envie de faire 2 places, t'sais. C'est la seule crise de raison. Hein. Parce que j'ai pas envie de faire 2 places, moi, tout acheter à la même place. C'est la seule raison, il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi tu vas pas à ta poissonnerie, pourquoi tu... Ben, mais encore c'est pas tout le monde qui sont capables de se payer des bons produits. Non, mais Oli, franchement, je peux te dire, si t'en mangerais moins de viande, tu peux te payer de la qualité, là, tu sais. Moi, c'est ça que je fais. Je mange un poulet semaine, il me coûte plus cher, mais ça fait que je mange pas des acides de côtelettes de porc 8 fois par semaine. Je m'achète un morceau de viande par semaine, puis c'est ça pour ma semaine. Là. Ben moi, je vis avec une végétarienne, fait que veux pas, je mange beaucoup moins de viande. Là, je pense que je devrais améliorer et prendre un peu plus de point de vue de toi, parce que j'ai tendance à juste acheter quelques affaires de viande puis les congeler à la place que de juste décider de cette semaine, tel jour, je vais me faire un bon steak. Puis c'est vers ça que je m'en vais là en ce moment. Mais là, c'est juste de m'habituer d'aller. T'en manges moins, puis quand t'en manges un bon qui va valoir la peine. Puis justement, tu vas aller à la boucherie. C'est plus ça. Tu vas le payer plus cher, mais t'en manges moins, puis au bout du compte, tu le goûtes tout de suite, que c'est de la qualité. Tu sais, quand tu vas manger du vrai bœuf des boucheries qui a été nourri à l'herbe, tu retourneras plus à ton bœuf d'épicerie, puis tu vas être comme, j'ai goûté à de la vraie viande, je comprends la différence du goût entre un animal qui a vécu, tu sais, juste le goût d'un animal qui goûte de l'herbe, tu sais, ça goûte, un animal goûte ce qu'il mange. Il mange rien que la moulée, ben il goûte rien, tu sais. Fait que c'est un peu tout ça. Moi, c'était un peu ça, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Moi, je dois m'améliorer là-dessus parce que vu que je mange plus beaucoup de viande, j'ai tendance à plus manger des viandes de moins bonne qualité comme des viandes c'est un peu tout des viandes, tu sais, du saucisson ou des fois, ça me ferait, genre, des viandes pas fumées, mais voyons comment on dit ça là, des viandes jerky, des viandes froides, des viandes froides. Ouais, les viandes froides, le problème c'est que justement c'est qu'il y a beaucoup de comment qu'on appelle ça là, des nitrites, des sulfites, puis des champs de conservation. Ouais, si tu veux, je peux t'expliquer comment c'est fait, t'en mangeras plus, il y a pas de problème. Moi, il y a aussi ça qui m'aide à manger ben des affaires puis pas d'autres, c'est savoir comment c'est fait, faire en sorte que t'en manges plus bien souvent. Là, moi, c'est seulement des fois pour les sandwichs. Côté monétaire aussi, des fois, des sandwichs, ça dépanne, Joe. C'est seulement pour ça que j'achète encore des viandes froides. Mais moi, le problème, j'essaie de diminuer ce qui est saucisson. Aussi pour le poids, pour ma santé, puis tout le sel qu'il y a là-dedans. Ah, c'est extrêmement salé. C'est ça qui c'est bon dans la gueule, mais il faut que j'essaye de diminuer. Puis quand j'en achète, je préfère acheter les bons qui sont vraiment dans des vrais boyaux. Des rosettes de Lyon. Ouais, tu sais, qui sont aussi vieillis ou salés, là, tu sais, avec le vieilli salé, le boyau tout blanc. Non, mais la petite blanche, c'est pas du vrai, ils en rajoutent. Parce que ça vient de la vraie moisissure qui viendrait avec le temps. Mais c'est ça, les vieillis. Ouais, mais ils sont pas faits avec le temps. Non, mais c'est pas vieilli pour de vrai, c'est vieilli, genre emballage, la petite poudre blanche. C'est pas de la vraie moisissure comme un vrai saucisson qui a passé 3-6 mois dans une cave, là. Ça, c'est un saucisson qui a pris genre 1 à 2 semaines de vieillir genre dans un frigo. Puis la petite mousse sur le top, elle est juste faite jolie parce qu'il n'y a pas le temps de développer une moisissure vraiment. Ouais, mais je te parle pas celui de l'épicerie, là, tu sais, quand tu l'achètes une rosette de Lyon traditionnelle que tu vas acheter dans une épicerie. Dans une boucherie. Non, exemple, tu vas dans une boucherie puis tu t'achètes un vrai saucisson. Faudrait vraiment que tu aies dans une vraie, tu sais, un vrai qui a été âgé une couple de mois. Ouais, ok, peut-être. Tu sais, un minimum 3 semaines qui était plus que ça. Il va te coûter environ combien pour avoir une idée du range de prix, un saucisson? 15-20$ facilement. C'est pas plus que ça, ça va jusqu'à 25$. Dépendamment de la sorte de base. Fait qu'un saucisson à peut-être 12-13$. Il n'y a rien de bon là-dedans. Là. First, le porc qu'il y a là-dedans, c'est un porc de merde. Bien souvent, c'est un porc... ça dépend, tu vois. Moi, j'ai acheté avec Loufa, justement, des saucissons qui sont à partir de fermes biologiques. Puis ouais, mais c'est pas pareil. T'as acheté chez Loufa. T'as acheté à quelque part de responsables dans le sens où eux font attention à leur c'est des produits, puis tu sais, ça dépend de où ce que ça vient. Puis c'est des produits québécois. C'est pas un métro, c'est pas un maxi. C'est ça la différence que je te dis. C'est pas la même affaire. C'est pas ce que tu manges nécessairement. C'est de la façon que tu le manges, d'où ça vient, comment ça a été fait. T'sais, moi, c'est un peu ça. Tu sais, mon porc d'où qui vient, je sais même de quoi qu'ils ont l'air, leur hostie de basse-cour, dans un sens. Oui. Mais c'est un... Puis tu sais, je veux dire, je comprends aussi que pour la viande d'épicerie, t'es mieux de pas voir de quoi ça a l'air leur basse-cour, parce que t'en mangeras plus. T'en mangeras plus, puis tu vas être pour travailler là-dedans, c'est un peu ça qui me rend aussi acerbe de tout ça, puis aussi en crise de voir les deux, tu sais, de voir le gaspillage, puis tu sais, autant la viande, le poisson, tout ça, tu sais.
Tu check l'emballage, tu check où ça vient, c'est comme tabarnak, c'est de la crise de jungle, là, pour de vrai, là. Mais tout le monde est habitué à ça, je comprends pas tout à fait. J'ai été élevé là-dedans, de genre, on va à l'épicerie chaque semaine, puis on achète les mêmes crises de produits, puis... Moi, c'est un peu ça qui me tue à longue. Moi, je suis avec une végétarienne, puis justement, on se fait des repas qui sont... qui m'a purgé. Là. Ouais, ben peut-être ça. T'as peut-être comme une certaine haine de ça. Ouais, parce que je l'ai vécu, genre, le double discours de genre... le riz, moi, je mange pas de viande, mais je mange du poisson toutes les crises de jour. T'es sérieux, ce tabarnak? Ouais, mais ça a pas rapport. Tu sais, nous, on mange du poisson de temps en temps. Ça reste que day to day, on se fait des repas qui sont soit des fois un peu avec du tofu, des fois juste des légumes avec des patates et des trucs, des fois une salade avec un peu de... On va, manger des produits laitiers comme des fois un peu de fromage avec du pain ou des fois des soupes, des potages. Je peux comprendre des fois. On diversifie. Moi, c'est pas ce que tu manges, c'est la provenance de ce que tu manges. C'est vraiment plus ça qui me ouais, ben peut-être ça aussi. C'est pas manger du fromage, pas manger des œufs. Si ton œuf, si ta poule, là, elle vit une vraie vie de poule, là, je m'en calisse que tu manges des œufs. Là, parce que ta poule a vécu une vraie vie. C'est pas genre une poule qui a vécu dans une petite cage où elle pouvait même pas l'espace pour bouger, là, elle était stackée là. Toute sa job, c'était de chier un œuf par jour, là, puis dans 9 mois, elle est dans la poubelle, puis on en met un autre à sa place. Ben, c'est sûr que quand t'as des vraies poules de liberté, les œufs sont tellement meilleurs et plus goûteux et plus... C'est ça, c'est sûr que ça me coûte plus cher à l'épicerie, un peu pour deux, mais au bout du compte, je me sens mieux que genre acheter genre de la shit qui me coûterait moins cher, je comprends. J'ai pas fait le test vraiment dans... C'est sûr que ça devrait me coûter peut-être un 50-60$ de moins par semaine à deux, là, t'sais. Mais tu sais, il faut pas oublier une chose, François, aussi. T'es capable d'avoir un certain mode de vie, une certaine richesse que certaines personnes dans notre société sont pas capables simplement de se payer. Mais non, mais je ça, il faut pas l'oublier. Là, non, mais je veux juste qu'on le mette dans le sujet. Là. On s'entend que c'est rarement ça. Quelqu'un qui mange pas de viande, bien souvent, c'est plus un végétarien hipster de Pinterest que quelqu'un qui a une mère monoparentale qui a juste pas les moyens de mettre de la viande sur sa table, bien souvent. Là. Ben, c'est ça, pas cette personne que je bâche, moi, là, c'est l'autre qui dit qu'il est vegan puis qu'il l'est pas pantoute, là, qui fait son hypocrite. C'est pas la personne qui mange pas par nécessité. Là. Mais moi, c'est pas ce que tu manges. C'est pas genre de pas manger de viande à tout coup. C'est la raison qui fait pourquoi tu le fais. Puis est-ce que tu es vraiment honnête dans ce que tu dis que tu fais? Puis bien souvent, ça l'est pas. Puis moi, c'est ça qui me frustre de genre... T'es genre un repas vegan, mais c'est une salade avec un œuf sur le top. Je suis mais c'est pas vegan, c'est pas végétarien. Au bout du compte, il y a quand même une souffrance animale dans ton œuf d'épicerie, tabarnak. Tu sais, genre, réfléchis vraiment. Tu sais, moi, c'est plus ça. C'est arrêter de juste être aux apparences de ce que tu fais, puis va pour de vrai sur ce que tu bouffes, tu sais. Tu sais, si tu mangerais juste du poisson, genre, c'est plus dur avec le poisson parce que c'est vraiment élevé dans des rivières, puis c'est vraiment des grosses empreintes, mais tu sais, c'est dur, mais tu sais, si tu réussis à avoir un poisson équitable, c'est plus chiant. Déjà, c'est plus tough parce que, tu sais, le poisson, c'est fucked up, là. Mais tu sais, Laurie est végétarienne parce qu'elle a décidé qu'elle ne voulait pas manger de la viande de certains animaux parce qu'elle aime les animaux, elle les trouve cute. Ouais. C'est vraiment juste... C'est là l'affaire que je comme... Mais elle ne se vante pas d'être végétarienne. Non, elle n'oblige personne de l'être. Ça reste son choix. Ça marche sur l'esthétique de l'animal qui est weird, là. Oui, mais ça, c'est son choix. Mais elle met... l'étiquette végétarien juste pour que le monde comprenne qu'elle préfère pas manger de viande rouge, pas de poulet, puis de... elle va y goûter parce qu'avant, on en mangeait. C'est un choix personnel, mais elle va pas se vanter de ça, elle va pas te faire chier avec ça. Des fois, elle va en manger un peu de la viande par principe pour dire, exemple, je suis reçu chez quelqu'un, je vais faire grâce de dire, OK, oui, je vais manger le repas qu'on m'a préparé. C'est ça, c'était à Noël, parce que c'est ça qu'on m'a préparé. Ta gueule, moi, ça, je suis d'accord. C'est une certaine ouverture d'esprit aussi. Pour tes valeurs, je comprends, mais là, t'es avec d'autres mondes, puis là, ils l'ont acheté la dinde, elle s'adapte pour tout le monde. Oui, mais justement... Participe une fois par année, tu sais. Comme tu dis, François, il y a des végétariens qui vont être full offusqués parce qu'ils n'ont pas un plat végétarien préparé pour eux. Ça fait partie du débat là, quand on y pense. C'est ce monde-là que je suis pas capable parce que justement, c'est la même personne qui va manger son poisson chez eux. C'est un peu ça, là, je te dis, de l'hypocrisie puis le double discours dans le sens où... Tu sais, à un moment donné aussi, il faut pas tomber trop sur les mots de dire que, tu sais, à un moment donné, des fois, c'est juste essayer de dire une étiquette pour que le monde comprenne un peu. Tu sais, comme Laurie, elle, serait le nom que, oui, on mange un peu de poisson, mais on y va pas à l'abondance. Oui, c'est vrai que... C'est pour ça que j'aime, tu sais, vegan, c'est clair, tu manges zéro trace de viande. Oui, ça, c'est zéro clair, rien. Tu manges de la viande puis t'as tu toi-même. L'entre-deux de genre... Je mange pas ci, je mange pas ça, mais je me label de même, ça j'ai ben de la misère. OK.
Tu comprends, moi, c'est la zone floue. Tu sais, le vegan, c'est parce que tu sais pas jouer sur les mots. Tu le sais, il ne mange aucun produit animalier. Parce que le chasseur, c'est pas compliqué. Tu le sais, il mange la viande qu'il tue lui-même. En général, le plus possible, j'imagine. Là, imagine, c'est pas juste pour le trip de tirer un chevreuil. Là, moi, des fois, j'ai de la misère aussi avec comme la pensée des végétariens qui disent que, comme tu disais, là, c'est cruel le gars qui a abattu son chevreuil dans la forêt. Puis je suis comme, ouais, mais en même temps, il y en a plein des chevreuils. C'est une chasse, s'il l'a bien fait, puis il n'en a pas tué plein. Puis pense à la vie de l'animal. Si on parle d'un chevreuil qui a vécu genre 15 ans dans la nature, qui a mangé ce qu'il y avait dans la nature, qui a vécu sa vie de chevreuil, qui du jour au lendemain, il y a une balle qui l'a ramassé, les lumières se sont éteintes de même, il n'a rien vu, puis tu le manges. Est-ce qu'il y a moi, je vois pas de cruauté là-dedans, personnellement. Je comprends qu'il y en a certains qui est mort, puis ça, ils ont la misère à gérer juste la mort. Juste la mort en général. Là, pourquoi infliger la mort? Ouais, mais ultimement, tu t'attends à la déterrant, elle meurt. À partir du moment que tu la déterres, il y a un processus de mort envers ta plante qui... Aussi. La vie sort de ta plante. À partir de là, elle passe de plus frais à genre décomposer. Fait que, il y a une vie là aussi, ça dépend de à quel niveau tu fais élever ça. Là, mais comme tu dis, moi, à un moment donné, je comprends que le monde ne veut pas qu'on tue des animaux ou whatever, mais en même temps, c'est le cycle de la nature. Étant quelqu'un qui a beaucoup de documentaires animaliers, là, tu le vois en tabarnak que la nature, là, c'est cruel à un niveau, là, t'as pas idée. La mortalité, là, c'est ça, genre un guépard qui saute sur un bébé parce que c'est le plus faible, là, puis qui mange le bébé devant la mère, là, c'est ça la nature, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça la nature. Là. Mais le problème, en fait, c'est que on va contre la nature étant donné qu'on est trop. Le problème, c'est que on est trop, puis qu'on est capable d'avoir une mentalité on est capable d'avoir un esprit critique par rapport à ça. Parce que si on était à nos états primaires, on se poserait pas la question. On mangerait qu'est-ce qu'il y a au menu. Il y a des petits fruits, il y a des noix, ou asti, j'ai pêché du poisson aujourd'hui, that's all. C'est en plein ça. On serait pas capable d'avoir ce choix-là. C'est qu'on est rendu, comme tu dis. T'arrives en Afrique, t'es comme, tu peux pas leur donner le choix, les autres, ils mangent ce qu'ils peuvent quand ils ont l'opportunité de, puis c'est ça, il n'y a pas de notion de je fais le choix parce que j'ai le choix, je fais un régime keto, comme, c'est là que ça peut être aussi dans mon cynisme du monde de genre, on est rendu trop dans un... Puis qui sont fiers de ça, je sais pas. C'est aussi le fait qu'on soit trop dans le sens, on pourrait être 12 milliards de vegans qui roulent en Tesla, on serait quand même dans la marde parce qu'on est trop. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça pareil, là. On est trop à vivre ce mode de... C'est ça la fatalité. À vivre ce mode de vie-là. Fait que, tu sais, je sais pas, là, faire les efforts pour cynique, là, tant qu'à être cynique, mais... autant y aller à fond. C'est triste le COVID, mais en même temps, c'est un moyen de la Terre de régulariser les choses. Je veux dire, c'est des choses qui ont toujours arrivé. Ben, les pandémies, c'est un peu ça tout le temps. Les pandémies, c'est la Terre qui réagit à ce qui se passe dessus. C'est la nature qui réagit et qui crée des affaires. C'est naturel aussi à quelque part. Puis c'est triste à dire. C'est vraiment whack à dire. C'est la vie. Puis il y a une autre affaire aussi qui est triste à dire. Mais s'il n'y avait pas eu de guerre dans le monde, on serait dans marde aujourd'hui, là. On serait fucking encore trop, là. Encore, oui, c'est un plus, sauveur, là. dans le fond. Hein. Peut-être pas, là. C'est un peu trop intense. Hein. Tu tires un peu les cheveux. Ça, c'est comme quand moi, je dis... Hitler, ça, c'est comme moi quand je faisais les mauvais jeux de mots par rapport à... c'est l'apartheid, là. L'apartheid, c'est ça. J'étais comme, je disais... non, un aparté, mais un apartheid. Ça, c'était... Wow, un beau fourche longue. Ultimement, c'est un peu tout ça. Je sais que je bâcherais là-dessus, mais moi, c'est quelque chose que... C'est une hypocrisie au quotidien qui me fait chier dans le sens où t'es pas vrai avec toi, t'es pas vrai pour de vrai avec toi. Genre, tu te comptes une vérité qui est pas vraie. Tu braques des valeurs qui sont fausses jusqu'à un certain point parce que t'es pas vraiment intègre. Je suis pas mal sûr qu'un vegan, limite, serait peut-être pas d'accord avec moi, mais si j'explique de même, il serait sûrement plus d'accord avec moi qu'un végétarien qui est genre qui jongle avec les deux quand ça y tente, t'sais. J'avoue, je comprends ce que tu veux dire. Un discours, c'est comme un prêtre qui est comme je fais pas l'amour, mais finalement tu te rends compte qu'il se paye des putes en arrière, tu sais, t'es comme dans le fond, c'est ta bullshit ce que tu racontes à tout le monde, là, tu sais, dès que le rideau est fermé, tu fais. Fait que moi c'est un peu ça. Ouais, mais ça dépend toujours, je pense, c'est du cas par cas, François. Ouais, parce je que, sais. C'est pour ça que je le gage selon la personne, de genre. Tu y vas vraiment, tu généralises le hate que les gens peuvent avoir contre les végétariens. C'est les médias sociaux qui font ça.
Je vois trop de faux végétariens sur les réseaux sociaux qui je pense que c'est pour ça que tu as comme une rage contre ça. Parce qu'en même temps. C'est le modèle végétarien classique pareil. Là, ils viennent de quelque part, le monde imite ça parce que c'est les réseaux sociaux, le monde font ça. Parce que, mais tu sais, il y a des végétariens qui sont végétariens juste parce qu'ils décident de pas manger de porc, de poulet, puis de trucs. Puis la manière de le dire au monde, c'est juste de dire, je suis végétarien, je préfère ne pas manger ça. De dire, je mange pas ça, pas ça, parce que je préfère ça dans ma vie. C'est une manière de l'étiqueter facilement. Ceux qui se prônent végétariens puis que là qui se la pètent puis qui te font chier, là je peux comprendre ton point. Moi, je voulais juste je voulais relativiser par rapport à moi c'est un peu ça là, c'est le discours qui va avec, le genre hashtag santé, hashtag végétalien. T'as-tu vu ma belle bouffe sur Instagram? Tu checkes un œuf sur le top de la salade, il n'y a pas de jambon dedans. Ils mettent du poisson. T'as-tu mis du bacon bête? Ils sont végétariens, ils mangent des sushis, genre comme moi. Et fuck all, t'as rien compris. Il y a une végétarienne dans des sushis, c'est du poisson tabarnak, là, tu sais. Mange-tu avec de l'avocat, puis ça, c'est végétalien, là, ça, c'est du vrai, Sophie. Moi, ça, c'est du vrai, Sophie. Là-dessus, je ferais une petite pause. Ouais, pas tout. Petite pause, Poppy, parce que là, j'étais au bout, j'étais au bout du rouleau. Je suis plus fâché, là. Je suis bonne humeur. All right, Tim. Tim, the last time I saw you, you got sick on your own food. I did. I think this is a better batch than the last. What do you call that dish? Correct. I believe that this dish is one of the worst that we've seen today. You know. Oh, don't you be... Yours is the other one, so I wouldn't be so happy over there. The two helpless guys. What makes you the worst cook? Tamara cook with dog food. What? That's her favorite ingredient. What? This is my favorite brand. What? And plus, I like to burn things. You like to burn things? Yeah, because then I know it's definitely cooked. Sounds great. De retour de pause. Olivier. Hey. Fait qu'après un sujet haut en couleur... c'est pour ça que je te demandais, genre, si tu dis donnant ou cool, parce que moi, j'ai pas envie de finir avec un donnant, fait qu'au moins... Toi, c'est plus c'est pas nécessairement donnant, moi, je pense que c'est un débat, puis c'est important de l'avoir. Puis c'est un bon sujet. Je pense qu'on va finir sur un sujet un peu plus léger. Et voilà, c'est ça le mot, léger. Léger comme de la neige. Ben oui, au Québec, on le sait bien, c'est un territoire où on reçoit beaucoup de neige par année. Et ça fait longtemps qu'on pense à comment qu'on déplace cette neige-là. Puis là, je vais faire un petit spécial, un petit résumé rapide de l'histoire de la neige et du déneigement à Montréal en particulier. Parce que, tu sais, c'est une des grandes villes du Québec. Puis, tu sais, ça remonte à l'époque de la Nouvelle-France puis de la création de la ville en 1642 qu'on se dit... Qu'est-ce qu'on fait avec la neige? T'sais, l'hiver a toujours été là, même quand c'était des Amérindiens avant nous. C'est juste qu'on est les premiers, nous, les Français, à décider de la déplacer et pas juste marcher dessus avec des raquettes. Nous, on avait des maisons et tout, puis des petits villages, puis dans le temps, quand il y avait des grosses tempêtes et tout, il y avait plus personne qui bougeait, les chevaux sortaient pas... la tempête, puis le lendemain de la tempête, tout le monde restait quasiment chez eux, puis le meilleur moyen de transport, c'était souvent, on partait en raquette, puis on allait, soit au petit commerce du coin ou whatever. Fait que, c'était comme ça dans le temps, au 18e siècle. Fait que c'est à partir de 1747 qu'il y a un lieutenant général, le lieutenant général Guiton de Montrepos, qui exige aux citoyens de mettre la neige, de pas mettre la neige dans la rue quand ils pelletaient, parce que souvent, tout le monde pelletait à la mitaine, tu sais, à l'ancienne. C'est ça, on enlevait la neige qu'on avait, mais on la pitchait dans la rue. Fait que là, ça causait problème parce que les petites rues du Vieux-Montréal étaient remplies de neige, fait qu'on n'était pas capable de passer avec des charrettes, des espèces de... Dans le temps, c'était des chevaux avec aussi des... ils appellent ça pas nécessairement des charrettes, mais des luges, c'est comme un habitacle, un traîneau, le principe d'un gros traîneau, mais que tu peux rentrer dedans comme une charrette, en fait. Fait que c'est ça. Fait que c'est là qu'on a commencé à essayer d'avoir des règlements pour dire aux citoyens d'essayer de pas pelleter dans la rue.
Mais ça finissait que c'était difficile à vraiment réglementer, puis tout le monde pitchait la neige un peu n'importe où. Tu sais, comme qu'on voit aujourd'hui aussi, tu sais. On lançait notre marde par les fenêtres, c'est toujours dire au monde, mais pas ta neige devant chez vous. Là, ouais, ben c'est ça. Tu sais, le monde déblayait leur place, leur devant de chez eux, puis tout le monde faisait pas mal la même affaire, mais ça finissait que ça faisait des bancs de neige dans les rues, fait que... T'attendais que ça fonde, pas... Imagine, toute la neige, si t'attends que ça fonde, puis t'attasses pas, là, doit être long. C'est parce que quand il y a des gros bancs de neige, dans le temps, on pelletait à la main, là, on n'avait pas rien pour déplacer ça, là, au 18e siècle, là, ça remonte à il y a longtemps, là, tu sais. Il n'y a pas de cheval qui peut pousser ça, vraiment, tu sais, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Puis c'est à partir, dans le régime anglais, à partir de 1796... que là, il y a des soldats britanniques en garnison qui ont commencé à Montréal à décider de... Ils ont envoyé les soldats pour pelleter de la neige. Fait que là, c'est là que a commencé pour de vrai un peu la ville à faire de quoi avec la neige. Déneigement, genre. Un peu, ou aider certaines zones de la ville à être déneigées, tu sais, parce qu'avant ça, c'était comme chacun déneigeait un peu chez eux, puis that's it. On est vraiment des précurseurs. Quand même. Mais je sais que question de déneigement, quantité qu'on peut bouger à Montréal, on a une des meilleures places sur la Terre. Question de déneigement, parce qu'il y a beaucoup de places qui déneigent pas, et pour rien que tasser la neige chez le monde. Fait que ça, mettons, t'as un terrain, là, la ville peut passer, puis tout envoyer la neige sur ton terrain, puis c'est très légal. Fait que, ben, c'était de même pendant longtemps, justement. Puis, on va y venir, là, on est loin dans l'histoire, mais quand on va parler de déneigement et de souffleuse ou quoi que ce soit, là, on en parlera davantage, comme tu dis. Là, on n'est même pas encore rendu dans l'histoire à déplacer de la neige avec des chevaux ou quoi que ce soit. Le déneigement, c'est dans notre sang depuis toujours, tu sais. Mais oui, puis justement, je vais en venir plus loin, je veux pas gâcher les punchs. Non, vas-y. Fait que c'est ça. Par la suite, il y a en plus d'avoir les Britanniques qui ont commencé à aider là-dessus, ça s'appelait, tu sais, le ministre des Transports. Dans le temps, ça s'appelait le Grand Voyer. C'est celui qui s'occupait... c'est vague à l'époque. Là, ouais, ben c'est ça. Il l'appelait le Grand Voyer. C'est lui qui s'occupait des routes. OK. Puis, dans le temps... Les routes il a été, tu sais, un peu après les années 1796, à la suite de ça, le Grand Voyer a décidé d'engager 24 hommes pour déneiger à Mitaine, les rues du Faubourg de Montréal. Fait que ça, c'était vraiment les zones les plus, tu sais, le centre-ville de Montréal qui était comme le vieux port dans le temps. C'est là où il y avait les maisons et tout. Fait que là, il engageait comme 24 hommes pour... passer à pelle, enlever pour être capable d'avoir des petits chemins de char. Imagine une pelle de 1700, c'est pas une pelle ergonomique toute croche, c'est une pelle, c'est un manche en bois. Puis avec soit une pelle en bois ou une petite taulette ou un morceau de métal, là, ça devait être rough. C'était pas en plastique comme maintenant. C'est soit hyper pesant, c'est sûr que ça devait être pesant, là. Ah, mais c'est sûr. À partir du 19e siècle, en fait, qu'est-ce qu'on faisait avec la neige souvent devant chez nous? On la déplaçait pas tout le temps. Des fois, oui, on la pelletait. Mais des fois aussi, ce qu'on faisait, c'est qu'on la tapait. On passait des gros rouleaux. La compactait. Ouais, on la compactait soit avec des rouleaux de bois, des rondins ou des rouleaux avec un peu d'eau dedans. Ou le principe de la compacter. Fait que ça nous faisait une couche plus droite. Puis c'était plus facile comme ça. Mais tu sais, on n'avait pas encore de chariot, de whatever. C'était vraiment à mitaine, à main. Une trail tapée dans le tas. Tu sais, dans le temps, au 19e siècle, chaque citoyen devait déneiger son trottoir devant sa maison. Fait que c'était comme ça que ça fonctionnait. Il y a encore des places à Boston puis à New York que c'est comme ça. Genre, devant chez toi, tu déblais ton trottoir qui fait tout le devant de ta maison si il faut aussi, puis t'essayes de pas mettre ça dans la rue non plus. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que si, exemple, moi puis mon voisin, on déneige chacun notre trottoir puis nos allées puis nos entrées de maison, ça fait que chacun un bout se joint puis ça enlève pas mal de la neige, tu sais. C'est collectif, là, rendu là. C'est collectif, oui. C'est une pensée qui est utilisée encore ailleurs quand ils n'ont pas beaucoup de neige comparé à nous, qu'on en a tellement que... t'as pas les moyens non plus de déneiger, là. Mais c'est ça. Puis tu sais, dans le temps aussi, on décidait de mettre tout le monde à la pâte parce que de développer un système... C'était trop gros pour l'époque. C'était trop impensable. Ça avait des coûts qu'on n'était pas rendu là encore. Tu sais. Ça. Mais je sais que, mettons, à Victoria, mon oncle habite à l'île de Victoria, en Colombie-Britannique,
Là-bas, ils ont une charrue pour toute la ville. Fait que quand il tombe un genre de 5 cm de neige, la ville est fermée. Ils n'ont pas l'équipement. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas l'équipement pour gérer ça. Genre, il y a 2 charrues qui vont faire la ville pour tasser un peu de neige parce qu'ils sont pas équipés pour dealer avec ça. C'est comme aux États-Unis, ils ont pas toutes partout des tailleurs d'hiver, là, ou même en des Europe, tailleurs 4 0, saisons. Là. En Europe, il y a de la neige, je mets des chaînes. C'est carrément ça. La notion de tailleur d'hiver n'existe pas. Là. Ils ont moins d'1 pouce de neige, puis ils capotent, là. C'est genre les routes sont fermées. Ouais, c'est très drôle. C'est magique. Genre, la chaussée de la Seine-34 au milieu de Paris est toute congestionnée. C'est comme tabarnak, asti. Une petite poudreuse, asti. C'est comme. Où tu vois des vidéos de la pluie verglaçante, là. Non, c'est triste. Tu sais, les petites Citroën, là, ou les petites Peugeot, là, ils partent sur une chire dans la pente, là, pis... J'en ai vu un, m'a fait rire. Le gars, il a mis les chaînes. Tu sais, le gars, il avait une traction, puis il a mis les chaînes, ses roues en arrière. Fait que tu le vois, il est là dans la pente, il spin, puis tu vois, genre, il y a des chaînes en arrière, là, tu fais comme... c'est pas dans ton sang, mon gars, man. Le bonhomme, il a pas trop compris le principe. Il a pas compris le principe. Ça me ferait... Quand il y a de la neige en France, c'est sûr que je check les nouvelles, parce que c'est que ça me fait rire. C'est pissant, parce que nous, on est comme loin de ça, parce qu'on a toujours vécu avec de la neige à chaque hiver. Fait que... Puis cette année, on soit quand même la belle neige, fait que ça m'a inspiré un peu pour le sujet. Année, là, quand même tardif, mais au moins on en a en janvier puis février. On n'a pas eu avant mi-janvier, pareil, une vraie bordée de neige. Ouais, on est quand même 2 mois en retard. Là. On voit que le réchauffement y est pour quelque chose. Quand il dit changement, c'est ça, là. C'est là, on est dans le plus que concret. Là, puis à date, on n'a pas eu des froids très glaciaux cet hiver. On a payé 2 fois genre moins 20, puis c'est comme that's it. Puis là, on n'est pas habitué, là, fait qu'on a l'impression qu'il fait très fret, tu sais. On a besoin à frôler le moins 10, c'est genre moins 5 gros max, là, c'est fou. Mais au moins, c'est un hiver plus doux, puis là, on a quand même de la belle neige, fait que là, c'est le fun, là. T'as des beaux petits drifts, est-ce que c'est le fun? En tout cas, continue. Fait que c'est ça. En 1841, pas plus de 2 pieds de neige était toléré devant ta maison 24 heures après une tempête. Fait que 24 heures après une tempête, il fallait que tu aies 24 heures pour l'enlever, genre. Ouais, que tu t'en sois occupé, que tu as fait ta besogne. C'était les lois de la ville. C'est sûr que c'était pas tout le monde qui arrivait à le faire, whatever, mais... Il n'y avait pas une police de la neige qui passait. En même temps, ça paraissait dans le sens où si tout le monde fait son bout de trottoir, puis t'arrives devant chez vous, puis genre, t'es le seul qui a encore 2 pieds de neige. Ça paraît mal, tu sais, c'est pas compliqué non plus, faire l'équation. Exact. Mais dans les années suivantes, ils ont décidé aussi, là, ils essayaient de mettre ça plus fort, puis que les trottoirs, tu pouvais pas avoir plus de 4 pouces, là, maintenant. C'était plus 2 pieds, c'était 4 pouces de neige, là. Déjà, 2 pieds de neige chez haut en tabarnak, là, t'en as jusqu'aux genoux, puis c'est quand même épais, là. Ouais, mais tu sais, ça, c'était un maximum que tu pouvais avoir d'ici 24 heures. Tu sais, c'était comme... il fallait que tu te ramasses quand même un peu, mais tu sais, ça, c'est des lois. Est-ce que c'était comment c'était appliqué? C'est difficile un peu aussi dans le temps. T'as rien que ça à faire aussi. La notion de collectif était souvent plus grande que maintenant. Je sais, c'est une autre époque. Là. C'est dur à imaginer de nos jours. Exactement, mais tu sais, dans la décennie qui a suivi ces années-là, peut-être dans les années 1870 à 1880, là, la loi était plus forte en vigueur. Il demandait d'enlever la neige sur les trottoirs devant chez toi et chez toi 1 heure après la tempête. Ouais, fait que ça, t'as pas de jeu, là. Ça, faut pas que tu travailles, faut que tu sois chez vous. C'est ça, tu sais. Fait que y a bien du monde qui y arrivait pas trop. C'était... la bonne femme était à la maison. C'est ça. C'était l'homme souvent qui pelletait. Fait que, j'imagine. Ça a toujours été un peu ça dans l'histoire, puis c'est bien correct. C'est correct aussi, c'est pas elle de chacun a sa job. T'as rien que ça à faire, t'as été. Puis il y avait une autre affaire aussi dans cette règle-là, tu sais, qui était pas toujours mise en pratique so-so. Il fallait que s'il neigeait durant la nuit, à 9h le lendemain matin, il fallait que ça soit déneigé. Fait qu'il fallait que tu te sois levé durant la nuit, le matin, pour déneiger avant 9h. Ben, tu sais, comme il disait, la police de la neige, c'était so-so, c'était plus des réglementations pour que le monde essaye de faire de quoi. Comme, porte ton masque, mais tu sais, au début de quand il fallait porter le masque, c'était comme, il n'y avait pas trop de... C'était une loi, à ta discrétion, genre. À ta discrétion, jusqu'à ce qu'ils décident de vraiment mettre de quoi. Mais là, c'était plus pour avoir des réglementations. Non, bon, on va prendre la responsabilité à leur place. T'sais. Puis dans ce temps-là, c'était difficile à faire, tu sais, que ça soit...
que tout le monde s'occupe de ça. Parce qu'en plus, il y avait des riches de Montréal qui, eux, s'opposaient à ramasser leur neige parce que eux, ils voulaient plus que nous, on serait prêts à payer des taxes, les riches, pour que la ville s'en occupe. Tu sais, nous, on est prêts à payer de quoi, mais là, en même temps, la ville, dans le temps, ça leur demandait énormément de s'occuper de toute la ville de Montréal, même si elle était petite dans le temps. Ouais, c'est parce qu'il restait pas de charrue, tabarnak, man. C'est beaucoup d'argent. Puis aussi, c'est parce que la ville de Montréal pensait au fait que c'est pas tout le monde qui est riche puis qui est capable de payer ces taxes-là, des taxes de déneigement. Pour tout le monde, non. Ben c'est ça, fait que tu sais, la classe moyenne et la classe pauvre étaient pas capables de payer pour des taxes de même. Fait que tu sais, c'était pas envisagé encore au 19e siècle. Tu sais, c'est plus vers la fin du 19e siècle quand il y avait le tramway en 1892. Non, le tramway électrique. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment, décidé d'avoir un système pour déneiger. Mais là, dans ce temps-là, c'était vraiment juste la compagnie de tramway qui mettait une pelle devant son tramway électrique, puis des balais straight sur le wagon pour balayer aussi les tracks. Fait que tu sais, t'avais comme une pelle pour enlever le gros, pour tasser la neige, puis t'avais les balais pour aider à ce que tu jackes pas dans les bancs de neige. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais tu sais, avant ça, on utilisait des tramways qui étaient tirés par des chevals. Fait que c'était sur des tracks, mais c'était des chevals qui tiraient. Puis l'hiver, on changeait justement pour des traîneaux à cheval. Fait que tu sais, c'était comme un petit tramway, même affaire comme un tramway normal, mais c'était sur des patins qui sont faits pour être sur la neige. Tu sais, comme un traîneau. Le même principe. Tu sais, comme un 3 skis, mais là, t'as 4 skis, puis c'est un petit... Le Père Noël, il n'a rien inventé, là. C'est un petit traîneau, mais qui était sur des skis. En gros, là, ça ressemblait à ça, tiré par peut-être 3, 4 ou 5 chevals, dépendamment de la grosseur du tramway. Fait que c'est vraiment... c'est ça, c'est le tramway électrique qui a commencé vraiment à lancer l'idée qu'il faut qu'on déneige... motorisé. le déneiger les artères principales, commencer à penser à « OK, il faut que je déneige ma traque si je veux que mon tramway passe. C'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à penser à « OK, on devrait... La ville ou les compagnies qui ont des transports de même devraient déneiger pour son transport. » C'est parce que quand t'as pas de char, je comprends qu'il y a moins de nécessité. Si tu trouves d'autres moyens... Je sais pas, en même temps, une charrette, ça doit être chiant, mais... T'sais... C'est vraiment à partir du 20e siècle, en suivant le tramway et tout, qu'en 1905, la ville décide vraiment de prendre en charge l'enlèvement et le tassage de la neige. Parce que, tu sais, au début, on la déplaçait pas, là, on l'enlevait pas. On faisait juste déplacer, soit avec des pelles, puis on utilisait des fois aussi des charrues avec des chevaux qui tiraient des pelles en angle pour arriver à déplacer la neige ou la taper un peu. Tu déplaces un peu la neige, un peu comme une charrue motorisée d'aujourd'hui. On déplace la neige pour que la rue elle soit praticable. Fait que c'était ça qui était pas mal utilisé. Fait que c'est ça. Au début, c'était vraiment... on déneigeait un peu la neige de la rue. Puis c'est 5 ans plus tard... les véhicules y arrivent dans pas long. Là, on était début de l'industrialisation. Puis tu sais, au début, c'est ça. Au début de l'industrialisation, on commençait à déneiger vraiment, comme les quartiers Est, le centre puis l'ouest du Vieux-Montréal. Fait qu'au début, on était vraiment juste dans le Vieux-Montréal. C'est vraiment 5 ans après qu'on a essayé d'allonger ça vers tout le reste de la ville. Puis c'est là qu'ils ont commencé à acheter des charrues, des chasse-neige. 24 charrues avaient été achetées à Montréal. Fait que c'était des charrues avec des chevaux, puis on déplaçait la neige, tu sais. Hey, dans le temps, François, là, ça je trouvais ça cool. Quand il y avait une bordée de neige, en gros, les hommes partaient, tu sais, exemple, ceux qui n'avaient pas nécessairement un job ou whatever, ou qui voulaient faire un peu d'argent, allaient à l'hôtel de ville de Montréal pour essayer d'être les premiers arrivés pour pouvoir être les déneigeurs de cette soirée-là, exemple. Là, les mercenaires de la pelle. Ouais, les mercenaires de la pelle, puis ils étaient payés dans le temps. Combien tu penses qu'ils étaient payés par heure? Quelle année?
Dans les années 1910-1915, tu sais. De l'heure? De l'heure. 3 cents de l'heure. Oh, là... Je suis bas? T'es très bas. Vas-y, réessaye un autre shot un peu plus haut, là, quand même. Là, 1910, là. Parce que moi, je me fie à mon grand-père qui gagnait 33 cents de l'heure dans les années 50. Fait que là, c'est mon barème. Fait que je dis qu'il doit faire à peu près un 15 cents de l'heure, tu sais. OK, ben d'abord, ils faisaient quand même de l'argent, les déneigeurs, durant leur soirée. Tu sais, peut-être que ça durait pas trop de temps, mais tu vois, ils estiment à peu près à 25 cents de l'heure parce que moi, ce qu'ils donnaient dans le temps. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais une femme, des enfants, puis je gagnais 33 cents de l'heure, puis j'ai jamais eu une dette. C'est genre les phrases qu'ils disaient. Fait que, je savais que... Comme... À peu près de où ça vient, là. Mais tu sais, c'était dans ces années-là, là, tu sais, peut-être entre 1910 à 1930, là. C'est à peu près dans ce gap-là, 1910 à 1930, là. Tu sais, peut-être que ça durait à 2-3 heures, puis c'était 25 cents de l'heure. Fait que peut-être que la ville payait bien aussi. Ça reste aussi que la ville a toujours bien payé, tu sais. C'était genre saisonnier. Puis c'est ça. Je veux pas que tu pelles une ville, là, c'est quand même une crise de job, là. Puis c'était un rush, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Puis c'est vraiment dans le 20e siècle que quand l'industrialisation est arrivée, qu'on a pu commencer à faire des machines, des camions qui étaient motorisés, c'était plus juste des chevaux, que là on a pu comme vraiment commencer à avoir des vrais chasse-neige motorisés. C'est ça. Puis ça, c'est arrivé vraiment à cause de l'industrialisation des voitures. Le fait qu'on commençait à Montréal à avoir plus de voitures, il fallait commencer à trouver des moyens mécanique aussi de tasser la neige, parce que c'est beau des chevaux, mais ça doit jammer des roues de bois d'un pouce de large dans... Puis ça n'a pas la puissance d'un moteur au gaz dans le temps, un modalité genre de 12 chevaux, des roues en bois de 2 pouces de large, là, ça doit spinner ça un petit temps dans un banc de neige. Là. Ben c'est ça, puis tu sais, là, à un moment donné, ça s'améliorait, les machines devenaient plus fortes et tout, tu sais, fait que... Non, ben c'est ça. Ah, ben tu sais, ils pensent, tu sais, tu penses pas jusque-là, le t'essayes, t'expérimentes, mais tu sais, Puis justement, là, ils ont commencé dans les années 1928 à 1929 à essayer de déneiger le Grand Montréal, tu sais, puis à déneiger surtout les grandes artères. Ça va être moins grand aussi la ville en général. C'est ça, tu sais, au début, ils déneigeaient surtout vraiment les grandes artères, puis là, ça allait mieux, puis tout. Puis c'est vers 1930 que là, ils ont vraiment décidé aussi de déneiger les petites rues, tu sais, de tasser la neige et tout. C'est vraiment dans les années, justement, entre 1920 à 1930 que la ville de Montréal achète des chasse-neige ou des charrues qu'on appelle. Dédiées à ça. Ouais, qui étaient mécaniques ça, aussi. Charrue, parce que tu sais, je sais que ça peut être aussi un insulte pour une fille. Une charrue devant des bœufs, quelque chose qui traîne, en fait. Genre une crise de charrue, puis genre la charrue qui passe ramasser la neige. C'est quoi le lien, là, mais... Moi, je pense parce que c'est... Moi, je le vois... Je suis pas sûr de ça, là, mais il me semble que ça ressemble à... Parce que c'est quelque chose qui passe dans la rue. Tu sais, comme une femme qui fait la rue, elle est une charrue. Ah, il y a plein d'insultes comme ça, françaises aussi, qui existent pour désigner une prostituée qui est dans la rue, qui ressemble à cette variante-là de la charrue. Très nous autres. Mais l'exemple qu'on a de ça, c'est justement, c'est la femme qui fait la rue. Elle est une charrue, tu sais, elle fait la rue. Fait que c'est un peu de là que ça vient, là. J'en avais vu une couple d'insultes comme ça, puis j'étais comme, c'est de là que ça vient. Il a passé hier, puis j'étais comme, c'est quoi le lien entre ça et une crise de charrue? Puis tu sais, dans le début du 20e siècle, il avait pensé à l'idée d'avoir des déneigeuses de trottoirs, un peu comme pour la rue. Mais ils ont décidé de « Ah non, on va pas trop aller vers là » parce que dans les années 30, c'était le moment où il y a eu le gros crash économique. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, il y avait beaucoup de chômeurs. Fait que la famine. Ils décidaient de plus payer des gens pour qu'ils déneigent à bras les trottoirs puis tout. Puis ça donnait justement un peu d'argent aux chômeurs pour continuer de vivre. T'sais, ils auraient pu développer des machines, mais ils ont fait comme... En ce moment, ça va mal. On va aider notre petit peuple, notre petit monde, en leur donnant de la job. Fait que c'est bien correct de même. On va faire ça de nos jours aussi, dans toutes les BS, si t'es fait pelleter à la ville. C'est bien. Dans le monde, François. Oui. Où tu penses que vient l'inventeur de la souffleuse?
En plus, Chris, ça rouvre un tiroir dans ma tête déjà. J'ai déjà entendu ça. D'où vient l'inventeur de la souffleuse dans le monde? J'aurais envie de dire nous autres, mais je suis pas sûr. Parce que j'ai l'impression que ça vient. C'est une affaire genre. Je sais pas comment dire nous autres, mais je suis pas sûr. Ouais. Asti, tu l'as, man! Bon. S'il y a bien quelque chose qu'on peut être fier d'avoir inventé, ben oui, c'est un Québécois, Arthur Sicard, qui est l'inventeur de la souffleuse. C'est ça. Fait que la fameuse grosse souffleuse mécanique devant un la camion, vis là, fin qui tourne. oui, qui tourne et qui propulse de la neige dans les airs, ben c'est un inventeur québécois né à Saint-Léonard qui a fait le premier chasse-neige. Fait que tu sais, on pense pas à la petite... Dans le fond, le gros, il est venu avant le petit. Oui, c'était vraiment la grosse chasse-neige qui avait de l'air d'un espèce de gros toboggan au début. Un camion qui était fait juste pour de la neige. Puis, c'est ça. Au début, ça avait l'air d'une espèce de grosse hélice qui poussait de la neige sur le côté, puis après ça, ils ont eu l'idée des hélices hélicoïdales, vis sans fin qui poussent de côté, tu sais. Fait que non, c'est ça. Puis la première machine qui a été achetée, le premier chasse-neige qui a été acheté, il a été acheté dans quelle municipalité de Montréal en 1927, tu penses, François? Ben, on va dire Saint-Léonard pour rester concept, vu qu'il venait de là. Je sais pas s'il l'a vendu dans son hood. Même pas. Ben, c'était les riches qui ont acheté ça. Westmount. Fraîchi. Outremont, t'étais pas loin, c'était pas mal ça. Westmount, Outremont, c'est eux qui ont acheté le premier chasse-neige. Classique. Parce qu'ils avaient l'argent. Ben oui, ils voulaient que ça soit déneigé dans leur bout. Mais tu sais, dans le temps aussi, quand on regarde dans le temps de nos parents, moindrement que tu sortais un peu de la ville ou whatever, on envoyait la neige sur les terrains des gens. Il y avait, des chasse-neige, mais des souffleuses, là, tu sais. On pitchait la neige sur parce que ça coûte moins cher que de mettre ça dans des camions et tout. Mais tu sais, c'est dans ce temps-là qu'ils ont, à partir de dépasser 1930, qu'ils ont commencé à tester de charger de la neige dans des camions, surtout dans la ville de Montréal, parce qu'on était limité comme espace. Puis tu sais, il y avait quand même des voitures qui se parquaient dans la rue. Fait que tu sais, c'était difficile d'envoyer la neige chez ton voisin si t'as une voiture qui est là, tu sais. C'est là qu'il y avait comme une nécessité d'avoir des camions pour charger la neige puis la déplacer ailleurs. C'est à partir de là que ça a commencé, tu sais. Tu sais, en 1928, justement, juste un peu avant 1930, Montréal achète 2 souffleuses industrielles de la compagnie Sicard. Pour les quartiers plus éloignés vers l'est ou l'ouest, mais au début c'était vraiment plus vers l'ouest. C'était pas les riches, peuplé c'était pas aussi peuplé qu'il y a 60 ans, genre les rues, les gros artères majeures existaient à peine. P9 c'était une petite rue, ça ressemblait à rien. Saint-Michel c'était des champs, man. Mais c'est ça. Saint-Michel c'était des champs. Rivière-des-Prairies, ça n'existait pas, là. C'était des prairies, justement. C'est pas pour rien que ça s'appelle de même, tu sais. C'est encore ça, mais maintenant il y a du gaz, dans le temps il n'y avait pas de gaz, aussi. Exactement. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'évolution qui s'est faite à partir de ce moment-là, tu sais, surtout entre les années 1940 à 1970. Les chasse-neige Sicard étaient en expansion. Là, après ça, il y a d'autres compagnies qui se sont joints au lot. Puis il y a aussi les fameuses chenillettes Bombardier. Bombardier qui est arrivé, ben oui, avec leurs chenillettes, avec les petites pelles en avant pour déneiger les trottoirs. Le skidoo, c'est nous autres. Là. Le skidoo aussi, c'est nous autres. Tout ce qui est chenillettes de Bombardier a vraiment eu une expansion à partir des années 40. Fait que là, on est parti vraiment sur une lancée, puis on a parti le bal. Puis là, après ça, il y a d'autres compagnies dans le monde. Maintenant, il n'y en a plus, là, ils les ont enlevés, ça. Maintenant, ils ont mis les petits Benco, le petit tracteur à chier qui casse tout le temps, là. OK, les Bombardiers, tu sais, Bombardier à chenillette, en Montréal, je sais pas si t'as remarqué, t'en vois plus. Là, il y en a de moins en moins, hein, c'est vraiment des petits tires, là, me semble. Maintenant, des 4 tires avec une pelle. Maintenant, ça s'appelle des Benco, c'est la marque, là. C'est genre des petits tracteurs avec une petite pelle, parce que ils peuvent les utiliser l'été pour mettre d'autres attachements. Fait qu'ils sont allés plus vers ça, ils ont plus de Bombardier à chenillette. Il me semble des fois on en voit encore. C'est très rare. Ça dépend peut-être des arrondissements. Moi, quand j'étais jeune, il y avait que ça, me semble, des bombardiers qui passaient. Maintenant, maintenant, c'est un des tracteurs qui sont moins efficaces. Hein. Tant qu'à moi, là. Tu parles des tracteurs ou... Non, mais les petits Benco qui font les trottoirs maintenant à Montréal, là. C'est des petits tracteurs... Mais c'est quand même des petits tracteurs jaunes, me semble. Là. Ouais, parce que c'est la version trottoir, là, ils ont enlevé la chenillette parce que je pense que ça brisait trop les trottoirs aussi. Ah, ouais. Je pense un peu de tout ça, puis peut-être qu'il revenait plus cher, puis les Benco, c'est parce qu'il est lourd aussi.
Ah oui, les petites cabinettes, là. Tu sais, le petit tracteur qui reste jamais dès qu'il y a un peu de neige, tandis que l'autre, l'autre peut passer dans un champ de neige sans coller ça. Mais on a aussi des cabines qui ressemblent à la chenillette de Bombardier, mais qui a des tires à la place, qui est un peu comme le Benko, mais qui est. Moi, je trouve que c'était la chenillette qui rend ça, tu sais. Un tank, tabarnak, là. Ouais, c'était quand même cool, la chenillette. Tu l'entends, là. Puis là, t'as crissé genre un petit loader, pas de poids, là. Je suis moins fan, je préférais. Je pense qu'ils ont plusieurs modèles. Il faudrait qu'on se renseigne là-dessus pour regarder les modèles que Montréal a en ce moment. Je suis bien intéressé. Petit apartheid, comme t'aurais dit. Moi, j'ai fait mon stage de soudage à la ville de Montréal. Fait que j'en ai réparé beaucoup des Benko quand j'ai fait mon 3 semaines là-bas. Puis c'était un peu ça que les gars me parlaient de genre. Je préférais dans le temps des Bombardiers parce que c'était plus cher, c'était plus rough, mais ça toffait. Tandis que les nouveaux Benko sont tous à location, puis ça chie tout le temps. Ils sont tout le temps dans les garages, les pertes d'huile, des pertes d'hydraulique, parce que c'est beaucoup d'hydraulique. Il n'y a pas un système de. Ça demande beaucoup de force. Le système de direction, c'est comme un loader. Il tourne sur lui-même, il y a comme un axe central, puis il tourne de même, il n'y a pas de roue qui tourne. Fait que, il y a beaucoup de shit d'hydraulique. Moi, quand je suis là-bas, puis j'en ai réparé, c'était beaucoup les freins cassettes. C'est des véhicules à location à la ville, tu sais. Je sais pas comment dire. Ouais, ça c'est triste. C'est moins efficace que dans le temps. Ils sont vraiment allés plus vers une quantité qu'une qualité qu'il y avait, genre. Ouais, mais aussi parce que eux, ils veulent essayer de... Quand ça pète trop, ben ils relouent ailleurs, tu sais, à la place de maintenir une ligne. La chaînette, c'était peut-être plus d'entretien, mais... C'est un tank tabarnak, là. Ouais, c'est des mauvais choix que la ville décide de faire. C'est comme l'histoire d'avoir des contracteurs ou d'avoir une équipe de techniciens, de mécaniciens. C'est un éternel combat de la ville de Montréal. Toute la flotte de véhicules de la ville de Montréal est à location maintenant. Il n'y a plus grand-chose qui appartient. Parce que mon père, moi, il réparait quand il travaillait pour la ville. C'est ça qu'il faisait. Il réparait les loaders, les... Mais c'est triste, mais... Il n'y a plus rien qui l'appartient, là. Tout est rendu à location, là. La ville s'en va vers du semi-privé, du contracteur, je veux qu'une compagnie privée me fournisse mes loaders, à la place de moi-même avoir une spécialisation là-dedans puis de m'en occuper. Ouais. C'est un choix de la ville, mais je sais que mon père me disait triste pour ça, tu sais. Qu'un camion de vidange, c'est 2000$ par jour que ça coûte à la ville, le louer. Mais ce camion-là roule 24 heures sur 24. C'est un camion de vidange, ne s'arrête jamais. Il roule 24 heures sur 24 pendant des mois, genre dans le sens où il change de chiffre, puis là, ça continue, puis il arrête jamais. Parce qu'il est loué 24 heures sur 24, ce véhicule-là, fait qu'on le rentabilise au fond, tu sais. Ouais, mais souvent, ça fait des véhicules qui sont décollissés et qui coûtent une fortune, puis il paye quand même les réparations jusqu'à un certain point, fait qu'est-ce qui est mieux? Mais l'affaire aussi, comme des véhicules de même, c'est parce qu'il y a des compagnies comme MCO, je pense, qui se spécialisent vraiment à juste des camions de vidange, les nettoyer, c'est à eux qui louent, puis c'est eux autres qui font l'argent aussi. Ouais, tu sais, c'est parce qu'ils veulent pas... Tu sais, amener la ville, l'affaire, c'est qu'ils veulent pas avoir à développer toute la structure de tout ça puis tout s'en occuper quand des compagnies privées peuvent le faire. Non, mais ça, ils en font. Parce que il y a le mix des deux. Je sais que les modèles de pelle qu'on a sur nos loaders, mon père a travaillé là-dessus, puis ils exportent jusqu'à Vancouver. Il y a des villes de Détroit qui ont acheté leur modèle. Parce que, tu sais, on est quand même avant-gardé justement dans la neige. Fait que tout ce qui est nos modèles de pelle pour la neige, nos souffleuses pour la neige, tout ça. Il y a beaucoup de monde qui achète nos brevets parce qu'on a nos brevets à la ville de Montréal pour des équipements. Tu sais, mettons, t'achètes une pelle de même, puis là, t'as modifié, puis là, tu fais un brevet sur tout parce que t'as pas changé, t'es à la ville, style. Puis ça, il leur vendait pas ça à d'autres villes. Je sais que mon père a travaillé un peu là-dessus, genre sur le déneigement de la ville. Des fois, il checkait ça le soir. Des loaders avec des souffleuses, hein, puis. Mais en tout cas, je sais que c'est un peu ça. Il y a ça aussi, tu sais. Puis tu sais, il faut pas oublier que dans le temps, là, il y avait pas une flotte aussi grosse de souffleuses pis tout à Montréal. Tu sais, il y en avait peut-être 5. Ouais, mais maintenant, on tolère pas qu'il y ait de la neige plus que 2 jours dans la rue. Après ça, on se met à pleurer. Genre, tabarnak, ils ont ramassé la neige, Justin, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Puis au début, tu sais, on faisait juste une traque dans le milieu, là. On s'occupait pas nécessairement des bancs de neige qu'il y avait, là. On déblayait pas tout, là. Là, maintenant, c'est genre, on toute roule, la rue qui est déblayée, là. C'est un next level. Les parkings pis tout, ouais, c'est ça. Tu sais, dans le temps, justement, les rues secondaires, là, comme nos petites rues de maison, ça pouvait prendre plusieurs jours, là, avoir peut-être maximum une semaine avant que la souffleuse elle passe pour enlever ce qu'il y avait dans le milieu de la rue. La traite était faite, là. Tu sais, ils faisaient pas toute la rue à grandeur, chaque bord, comme aujourd'hui, là, tu sais. Là, aujourd'hui, on a des charrues qui tassent la neige
juste pour que là, il y a neigé, on tasse la neige. Puis après ça, on a des souffleuses pour enlever les bancs de neige. Fait que tu sais, on est rendu à un next level, là, tu sais. Ben on en bouge beaucoup, mais je pense que on a optimisé le déplacement de neige. T'sais. Oui, justement, sur le déplacement de neige, je voulais vous en apprendre une bonne. Il y a une partie de la neige de la ville de Montréal qui s'en vont dans les collecteurs d'égouts. Les deux gros collecteurs, en fait, sont de chaque côté de la ville de Montréal. Fait que, qui s'en vont vers l'usine d'épuration. Fait que les collecteurs, c'est l'équivalent d'une bouche de métro. Tu sais, l'équivalent de la grosseur, le diamètre d'un métro. Mais c'est tous les égouts de Montréal qui se ramassent dans les collecteurs. Fait que t'as le collecteur sud de Montréal qui est un peu plus petit. Et le collecteur nord, qui eux descendent jusqu'à un niveau. Les deux arrivent à un niveau différent à l'usine d'épuration. Ils sont pompés par des immenses turbines pour monter au niveau des vaches. Mais souvent, ce qu'on fait que vu que l'eau là-dedans est à température relativement chaude qui vient de nos égouts, de notre eau et de tout ça. Avec la neige. Ouais, ben en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est mettre une partie de notre neige qui va se fondre dans cette eau-là. Fait que, tu sais, on est capable de passer un gros débit, une bonne partie de la neige dans ces collecteurs-là. Fait qu'il y a une zone de déchargement qui rentre dans le gros collecteur pour la neige. Mais souvent, ça fait qu'on retrouve des bidons, des morceaux de bois. Tu sais, dans le temps qu'ils mettaient des pancartes, là, ça aussi, ça finissait par être un problème. Aujourd'hui, au moins, on a des pancartes de plastique qu'on met. Tu sais, regarder. Ça arrive des fois dans des gros bancs de neige. Ça arrive dans des gros bancs de neige, mais maintenant, on a instauré les espèces de vignettes de plastique orange qu'on place sur toutes les c'est ça. Tu l'avais en ville, tu sais vraiment ça marche. Là, mais tu sais, dans notre temps, quand on était jeune, c'était vraiment les bouts de piquets avec du papier, mais tu sais, ça a évolué aussi, si on se rappelle. Nous, ce qu'on a vécu quand on était jeune, ben, ça a évolué d'aujourd'hui. Il n'y a pas si loin que ça. Je me dis, on parle comme ça on était vieux, mais dans le fond, ça fait 20 ans de ça. Là, c'est rien comparé à depuis le temps qu'on déneige, mais tu sais, ça fait pas si longtemps qu'on enlève toute la neige comme ça. Puis tu sais, il y a une grosse partie aussi de la neige qui doit être qu'on doit amener dans des sites qui est comme un grand espace où on stocke de la neige qui va fondre à longueur d'année. Puis des fois, qu'il n'y a même pas le temps de complètement finir de fondre, même l'été. T'sais, il te reste toujours une petite butte parce qu'il y a juste trop de neige. Il fait 40, mais c'est pas assez pour le ratio de neige. Il y a juste trop de neige. C'est toute la ville de Montréal que t'as comme neige. Il y a des millions, ça doit être quand même fucking de kilomètres de neige à ramasser. Là, hey, ça en fait des camions. À coup de 53 pieds, ça en fait quand même beaucoup. Là, puis c'est jamais des 53 pieds. Mettons les trucks qui bougent ça. Je pense que c'est gros max des 40 pieds de remorque. Puis même encore là. Ils ont différents modèles dépendamment des rues qu'ils font. Il y en a des plus petits, je sais qu'ils vont jusqu'à des genre 30 pieds articulés. Là, puis... En tout cas. Je sais que des fois, certaines sections du port, du port qui peuvent être utilisées pour stocker de la neige justement du port. Là, puis mais des fois, mettre ça sous des grosses bâches ou des trucs comme ça pour l'aider à fondre. Mais aussi, l'affaire avec de la neige, c'est que c'est pas toujours de la belle neige blanche. Là, elle jamais longtemps. Avec la pollution ambiante, elle finit noire, c'est pas long. Ben, c'est ça. Ben, toute la cochonnerie de l'asphalte, le sable, le gravier aussi, ça finit. Tu sais, à fond, ta butte, mais ça te fait une montagne de garnottes à la fin, là, de tout ce que t'as gratté dans la rue. Ils mettent du sel dans nos rues. Ouais, ça, ils font pas ça partout, exactement. En Europe, ils font pas ça, tu sais, dans le sens où je pense qu'ils vont. Ils mettront pas de sel, je pense qu'ils vont mettre de la garnotte, mais pas de sel. Non, mais exactement. C'est ça. C'est pour ça que des fois, États-Unis aussi, ils font ça. Tu check en Suède, ils ont des Volvo de 40 ans qui ont connu tous les hivers, pas une crise de traces de rouille. Mais c'est parce que c'est pour ça, c'est parce qu'ils mettent pas de sel dans leur neige, ils mettent que de la garnotte. Nous, ça détruit nos chars. Ça détruit nos véhicules à côté. Là, c'est un choix, là, le sel, le calcium détruit tes véhicules, là, ce qui fait qu'il faut que tu le shooter anti-rouille, puis malgré tout que la rouille passe à travers. Ben oui, parce que, je veux dire, le sel... Aux États-Unis, ils mettent pas de sel. Avec du métal, ça gruge. Parce que je suis dans un club de gars qui ont des camions comme le mien, genre. Je suis dans mon club d'Astro. Ah ouais, d'Astro, nice. Ben, il y a du monde qui en ont partout sur la terre. Puis je check. Il y a juste nous autres ici que nos trucks sont dégueulasses. Tout cassé. Je check des trucks de 1987, admettons, qui ont connu tous les hivers. Puis ils sont propres, ils sont beaux. Puis tu sais, peut-être qu'ils le shootent, peut-être qu'ils le shootent pas. Mais tu sais, ils connaissent juste la neige, mais ils connaissent pas le sel.
Il est encore beau, il est pas percé, rien. Des fois, il est shooté un peu, puis ça fait qu'il pogne. Mais pareil, tu sais, l'ami, il est shooté, puis il commence à faire des trous dans les ailes. Oui, ben c'est ça, mais nous, c'est parce que ça fait lever la peinture, puis ça attaque. Puis dès que ça attaque un peu, si tu ne patches pas tout de suite, puis que tu ne... C'est fini. Quand tu le vois, il est trop tard. Quand tu le vois, c'est qu'il est trop tard. Parce que ça part de l'intérieur, puis ça finit à l'extérieur. Quand tu le vois, c'est parce que c'est fini. Ben, dès qu'il commence à avoir un trou, c'est fini. Dès que ta peinture commence à gondoler, c'est là qu'il faut que tu poches, que tu grattes, que tu remettes du primer, que tu recouvres le tout. C'est de la gangrène. Puis ça va finir par revenir. Puis tu coupes ta jambe, coupe ton pied. Ah ben c'est ça. Tu coupes l'orteil pour limiter le temps que ton pied va gangréner. Ça va finir par gangréner dès que ça a commencé. Mais c'est ça. Des petits entretiens. Ça. Fait que c'était le déneigement. Le déneigement de Montréal. Fait que vous en apprendrez un peu plus sur notre fameux déneigement. C'est quelque chose dans notre quotidien qu'on connaît pas tant que ça. Non, pas vraiment. Puis en même temps qu'on apprécie quand même beaucoup. En région, dans le fond, je sais pas comment ça marche en région. J'imagine qu'il y a souvent, dépendamment que si c'est ton terrain, il faut que tu payes quelqu'un pour le faire. C'est pas la ville qui vient le faire. Pas, nous, par défaut, on prend pour acquis que la ville déneige chez nous, mais j'imagine que si t'habites dans le bois, il y a souvent un trail jusqu'à chez vous, c'est toi qui s'en occupe. Mais oui, ça aussi, il y a ça. J'imagine qu'il y a des niveaux de... Ça dépend de chaque région. Souvent, si tu montes, exemple, si on va juste à Rawdon ou whatever, habituellement, souvent, ils vont tasser la neige. Ça va être des... Juste parce qu'ils ont l'espace, nous, on l'a pas ici. Ça va être des charrues, souvent. Ils vont tasser d'un bord ou de l'autre. Ben, c'est que c'est plus rapide aussi, dans le sens où... Souvent que les autres, leur déneigeage, c'est plus rapide. Dans le sens, la charrue passe une fois, c'est fini. Nous, il faut qu'elle passe 80 fois, qu'il soit 8, qu'il y ait 3 trocs. Ouais, ben c'est ça. Et plus, des fois. Nous, c'est parce qu'on la déplace. Eux autres, faut rien que la tasser. Ouais, ben c'est ça, ils la tassent. Nous, c'est qu'elle est là, et puis là. Puis tu sais, dans des villes qui étaient un peu plus concentrées, souvent, ben là, on était capable, sans être Montréal, on était capable d'envoyer la neige direct chez le voisin, avec des souffleuses. Mais souvent, en région, ça va être la grosse charrue, tu sais, comme le gros camion qui, en même temps, amène du sel ou de la garnotte. Il drop la garnotte, puis il y a sa méga grosse pelle en avant, en angle. De 4 voies de large. Qui pousse toute la neige, tu sais. Ouais. C'est souvent ça qui est utilisé plus en région. Moi, j'imagine. Ben, ceux qui prennent ces autoroutes, fait que j'imagine, tu sais. Puis même les gens, souvent, qui vont utiliser ou qui vont déplacer leur neige, souvent, ça va être un gros pick-up avec une grosse pelle en angle en avant ou juste pour tasser ta neige de ton terrain. C'est ça. Un gars de paysagement qui met une pelle sur son truck l'hiver puis qui fait des déneigements. Ben oui, puis là, t'as des petits poteaux avec le numéro du déneigeur. Mon voisin fait ça, il s'est payé une Ferrari, hein, fait que, t'sais. Ah ouais? Ben ça peut être payant, le déneigement, ça a l'air de rien. Ben tu sais, lui, je pense qu'il sait combien de paysagistes puis il fait tout lui-même. Parce qu'il est toujours habillé en genre de petite salopette verte l'été. Puis l'hiver, il fait du déneigement. Hey, c'est bright, il ça! 150 puis il part, mais en même temps, parce que l'été, il sort sa Ferrari l'été, avec je comment peut-être payant. Je pense pas que c'est le même pour tout le monde. Peut-être lui, il a tiré son épingle du jeu. Il a fait sa compagnie à lui et tout aussi. Ouais, c'est ça. Mais ça demande beaucoup de travail aussi. Là, lui, je pense qu'il la mérite, sa Ferrari. C'est que t'as un horaire où dès qu'il neige, tu travailles quand il neige. Fait que s'il neige pas pendant un mois, tu travailles pas. Mais si il neige à soir, ben, tu sais que dans 2 heures, tu travailles. Puis c'est ça la vie. Là. Parce que le monde nous paye pour tes driveways d'avance. Mettons lui. Là. Je sais que c'est pareil pour déneiger la rue. Ouais, c'est ça. Ça m'a peur. Puis des fois aussi, tu as des horaires. Exemple, soit tu vas être pendant une certaine heure pour tel client parce que justement, ils sont partis travailler ou tu sais, c'est dépendamment de tes ententes avec tes clients. Tu es censé passer avant que le monde parte travailler. Fait que c'est ça le fuck, tu sais. Moi, mon boss, c'était ça. Genre, il payait pour un gars. Puis à chaque fois qu'il partait travailler, comme moi, je commence à 5 heures. Fait, mais tu sais, je paye pour que tu passes avant que j'aille travailler en sachant que tu sais que je commence à 5 heures. Fait que tu sais, lève-toi, puis je veux que mon driveway soit défait quand je pars parce que je paye pas, puis c'est entendu, puis tu sais, ça arrivait jamais, mais tu sais. Parce que tu sais, la charrue, justement, elle passe dans la rue, mais elle fait des bandes de neige de chaque côté. Fait que quand toi t'arrives pour sortir de ton driveway, ben tu veux que cette bande de neige-là soit enlevée. Puis que tu pelletes un peu autour. Fait que c'est pour ça que justement, il y a du monde qui se font payer pour déneiger. Fait que c'était bien cool. Oui, c'était un super podcast, sérieux. Carl n'a pas dormi sur celui-là. Ouais. C'est ça qui aurait dormi, sinon c'est tout à la fin. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, sérieux. Bon, moi, ça m'intéresse. Ben, moi, ça m'intéresse, mais... On a eu un bon débat, puis là, après, on a parlé de quelque chose de plus léger, comme la neige, et c'était cool. Le consensus de la neige. Ouais, puis on a eu une bonne discussion, c'était pas juste moi qui relatais des affaires, puis le jeu, c'était bien. Moi, je trouve que
Ça laisse une petite touche de flocon de neige. Ça finit bien. Ça, c'est comme de dire que chaque flocon de neige sont uniques. Ça aussi, je trouve ça cool. Ben, en théorie, oui. Mais en même temps, il y en a qui peuvent être identiques. Comme ça, si tu rentres dans la virgule de différence. Lui, il y a un micron de plus. Comme non, c'est ça. C'est sûr que dans l'eau, il y en a eu 2 pareils parce qu'il y en a juste trop depuis trop longtemps. Oui, mais tu sais, y a-tu 2 gouttes d'eau qui ont la même quantité, j'imagine, jusqu'à un certain point. Ça dépend jusqu'à où tu vas mettre la virgule, là, tu sais. Là, je pense qu'on vous étire ça, notre auditoire. Ouais. Fait que, on va vous revenir la semaine prochaine avec une histoire du Pandorus pour la suite. Le volet 2 avec les garçons. Ouais, pour l'arrivée sur la fameuse planète Titan. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, les amis. Au revoir. Au revoir.